sur avion, puis je me pars mon backup au cas que la technologie nous échoue. Mm-hmm. Voilà. J'en ai des anecdotes, moi, de choses enregistrées qui n'ont jamais existé après. Ouais, mais le pire, c'est ça. Je pense que tu me l'avais dit la dernière fois qu'on avait enregistré ensemble, puis là, moi, je suis rendu comme à 140 épisodes approximatifs. Là. Mm-hmm. J'en ai jamais perdu dans aucun podcast. Puis je suis tout le temps comme, qu'est-ce que le monde font dans ce temps-là? Tu sais, t'as un invité, t'as le temps de le booker, puis t'as pas le choix comme de le refaire. Au pire, ça donne quelque chose de totalement différent. Ouais. Mais sauf que là, comme aujourd'hui, d'ailleurs, merci Jessica d'avoir accepté l'invitation au podcast. C'est plaisir. L'autre fois, dans le cadre d'une sortie d'album, mais si t'as déjà parlé de ça pendant comme une demi-heure la chatte d'avant, puis là, tu sais, faut que tu le refasses, ou tu sais, à un moment donné, tu peux pas parce que t'as juste pas le temps, eux autres aussi, ils bookent un studio. Ouais. Fait que tu dis que t'en as eu plusieurs. Ça, comment ça a été géré, juste comme pour que j'apprenne si ça m'arrive. Les gens qui font ça, ils ghostent, puis ils te disent pas qu'ils ont perdu l'épisode. Puis là, après ça, tu dis, quand est-ce qu'il sort l'épisode? Ils sont comme, ben, on a eu un problème. Mais tu sais, ça arrive au meilleur, là. Ça arrive au meilleur. Je pense que si j'ai bien compris, c'est arrivé récemment au podcast de... Là, je dirais couple ouvert, mais c'est pas ça, je pense. Là. Mais bref, un gros podcast, ils ont loué une salle à Québec, je pense. Ah, ok, ouais. Ils ont fait un gros show, puis après ça, ou à Montréal, puis ça a pas tapé. Oh, ouais. Fait que tu sais, ça arrive au meilleur, là. Ça arrive au plus connu, là. Mais c'est pour ça, là, moi, je me dis, le pire des cas, j'ai mon... là, tu vois, là, en même temps qu'on parle, là, je check si tout est allé. Là, tu commences à stresser avec ça. Tu sais, je veux dire, moi, le pire qui peut arriver, c'est que ça enregistre pas, puis que là, dans le cadre, maintenant qu'on le fait en vidéo, tu sais, j'ai pas le vidéo, puis là, j'ai des membres Patreon pire qui vont se désabonner, mais j'en ai pas tant que ça pour comme que ça hypothèque mon budget, là. C'est ça, exact. Mais tu je peux te confirmer. iPhone, c'est pour ça que je le pars, dans le fond. Je peux te confirmer que c'est pas toujours aussi bon de leur taper après, parce qu'il y a toujours un peu de spontanéité quand c'est la première fois que tu réponds à des questions. Fait que c'est vrai que quand la personne, elle le fait, tu dis, ben, regarde, on va le recommencer, on va le refaire. Ça me dérange pas, moi, de refaire ça. Mais c'est vrai que l'idée, c'est peut-être un peu soit de changer les questions, ou en tout cas de passer plus vite sur des questions, parce que sinon, ça paraît que tu réponds à la même affaire et tout. Mais en tout cas, ça arrivait vraiment souvent. Genre plus que 5 fois, là. Mais en plus, tu sais, toi, tu parles en tant qu'invité, là. Puis moi, je parle beaucoup, là. J'en dis des affaires. Toi, tes podcasts, d'habitude, durent comme tout le temps à peu près comme 2 heures. Tu sais, t'es comme quelqu'un, même tu le vois, tu parles d'un sujet, puis ça t'amène ailleurs. C'est ça. Mais 5 fois en tant qu'invité, là, c'est quand même surprenant parce que je me considère que moi, c'est arrivé une fois. On avait un problème, j'avais enregistré un podcast avec du près à mes oreilles, live au trackside devant une personne. Hey, d'ailleurs, on va le remercier. C'était Princesse avec ça, qui est le seul spectateur qui était là. Puis il y a un micro qui n'a pas fonctionné. Ah, ben oui, c'est ça, quand classique, là. Puis, évidemment, c'est la personne qui a parlé le plus que son micro marchait pas. Sûr, puis là, tu l'entends loin dans la salle. Là, on a monté son volume, puis ça a fonctionné, mais en même temps, c'est comme, tu l'adresses au début de l'épisode, puis au pire, c'est ça qui est ça, mais c'est pas la fin du monde non plus. Moi, je fais des podcasts de lutte, des fois, avec la gang de C'est juste la lutte. Le premier, je pense, que j'ai participé, ou le deuxième que j'ai fait, le micro a pas marché, il y a juste comme un micro d'ambiance qui a fonctionné. Fait que moi, je voulais vraiment que le podcast sorte, je voulais pas juste qu'on abandonne le projet. Puis je dis, les gars, je vais prendre le fichier audio, les gars, manquent un peu d'expérience. Puis j'ai moi-même, mis des EQ puis des affaires pour sauver. Frank Joly pour qu'il mixe un podcast de qualité comme la disque. C'est ça, je voulais pas que ça se perde. Fait que j'ai mis du temps moi-même là-dessus juste pour aider, donner un coup de main puis dire on n'a pas fait ça pour rien. T'sais, au lieu de faire comme là, les gars, arrangez-vous, là, au contraire, j'étais comme non, faut le sauver. Puis le pire, c'est que je m'en souviens, parce que là, c'est ça, là, ça fait presque 4 ans, pas à la journée près, mais disons à la semaine près, qu'on s'est parlé dans le cadre du Clash Podcast. On a eu le main-d'œuvre aussi, d'ailleurs, que j'ai référé en introduction. Ce podcast-là, c'était par Zoom, parce qu'évidemment, Neve Campbell est sorti genre quelques jours, quelques semaines avant. La semaine du premier confinement, ouais. Ok, c'est ça. Mais moi, ce podcast-là, vu que j'étais pas encore à l'aise avec Zoom, je faisais pas confiance à la technologie. Qu'est-ce que j'avais fait quand je vous ai interviewé? C'est que j'avais mon iPhone sur Messenger, je pense qu'on avait fait, on appelle Messenger. Puis j'avais fait pour ceux qui ont le référent de Requiem for a Dream, j'ai fait un face-à-face de iPhone. Fait un micro d'un iPhone, enregistrer la discussion de l'autre iPhone, c'est ça l'épisode. Moi, je l'ai pas réécouté, si le monde sont curieux, allez voir. Là. C'est malade, je pense que j'ai fait un bon mix, mais tu sais, pour ça, il y a tout le temps moyen de faire de quoi, puis au moins t'as l'information qui est là. Mais il y avait ce début-là aussi de la pandémie, parce que là, la technologie arrivait, le monde s'achetait du nouveau gear, les Zooms arrivaient, puis tout, puis combien de personnes depuis les 4 dernières années, on dit « Ah, je t'entends pas, ta minute, allume ton micro, etc. » Ces phrases-là, tu sais, ça n'existait pas avant. Fait que c'est sûr que ça venait aussi avec des problèmes, ça, de « Ah, ça a pas tapé, ça a pas enregistré, etc., etc. » Parce que
effectivement, tu peux avoir un bon micro, mais tu sais, si tu sélectionnes pas ce micro-là, il va quand même prendre le son de la pièce de ton ordi dans le fond. Fait que, mais moi, je pense que ça, si tu continues d'en faire, même si tu as fait, mettons, plusieurs épisodes que ça n'a pas été enregistré, mettons que tu fais 100 podcasts, là. Tu sais, c'est pas grave s'il y en a 5 là, qui ont été un peu. Mais faut que tu les fasses, tu sais. Ouais. Parce qu'en même temps, c'est pas juste bon pour le monde qui veut l'écouter, ou etc., mais ta storyline à toi, elle prend forme quand tu rencontres des gars comme toi. Parce que toi, t'arrives avec des questions, t'arrives avec des recherches. Nous, on arrive à... Plus t'en fais, moins tu réponds à des questions de genre, il vient d'où le nom de ton band, là. C'est des questions personnelles. Puis plus tu deviens... C'est là où ce que tu testes à savoir, est-ce que t'es un artiste complet? Puis est-ce que tu as réellement des choses à dire? Parce que si tu fais juste 1 ou 2 podcasts dans ta carrière, là, tu vas répéter les 2-3 questions. Bon, on s'est rencontrés dans le garage la semaine passée. Puis le monde, ça les intéresse pas tant que ça. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est comme le monde, ce qu'ils veulent entendre, c'est savoir, est-ce que je peux m'identifier à toi comme artiste? Est-ce que je suis capable d'avoir le goût d'en savoir plus sur toi autre que la superficie? Puis ça, l'artiste a besoin de le découvrir lui-même en faisant plusieurs fois ce genre d'entrevue-là. Mais qu'est-ce qui est tough là-dedans, c'est que... Parce que souvent, je te dirais là, que 95% des podcasts que j'écoute, c'est en préparation au Clash Podcast, parce que dès qu'il y a comme un invité qui éventuellement il pourrait m'intéresser, je me dis, je vais l'écouter, je prends des notes, puis à force d'en écouter, puis tu sais, surtout toi, t'en as fait énormément, ouais. Puis, tu sais, je veux dire, les derniers podcasts que j'écoutais de toi, je prenais plus beaucoup de notes, parce que tu sais, à un moment donné... Ça se répète, là. Oui, mais ça va chercher d'autres publics aussi, parce que dans le fond, tu dis, l'artiste va répéter plusieurs affaires pareilles, sauf que le public de ce podcast-là, peut-être ça va être le premier de toi qu'ils vont entendre. La plupart, 80% du monde qui écoute, le sous-écoute que je viens de faire, je ne savais même pas que j'existais, là. Fait que, tout ce monde-là, pour eux autres, c'est toute la première fois qu'ils entendent t'étais dans l'extérieur, mettons. C'est sûr que toi pis moi, on va pas parler de ça, là, c'est évident. J'ai des questions extérieures que j'en ai jamais posées auparavant, mais ça va être deep cut. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Fait que toi, t'étais dans l'extérieur avant. Ouais, c'est ça. Mais je comprends que plus ça vient grand public ou des trucs comme ça, plus il va falloir que t'ailles. Mais moi, par exemple, je refuse à un moment donné de trop me répéter. Ouais. Fait que ce que je fais, c'est que la question, je l'entends. Mais je l'amène ailleurs parce que sinon ça paraît que tu fais ça pour ouvrir la porte de t'entendre. Je fais comme, OK, wow, il dit ça, mais d'une manière différente. Puis oui, t'amènes d'autres informations supplémentaires. Des fois, j'ai le goût de parler de quelque chose, j'attends plus que la question, ça soit ça, elle viendra probablement pas. Fait que je suis comme, là, j'ai envie de jaser de ça. Puis je trouve une façon de le faire. Parce que sinon, même moi, je m'ennuie, là, tu sais, à un moment donné, je vais arriver, je vais faire 2 heures. OK, ouais. Mais je pense que les bands doivent comprendre que si tu vas au Clash Podcast, par exemple, ça, c'est le level expert. Fait il faut que tu aies fait d'autres podcasts avant. Parce que tu peux pas arriver ici, puis ça peut être si c'est ton premier podcast, toi, tu vas être bon pour introduire le monde, mais toi, tu vas être comme... C'est parce que, gang, j'ai 40 pages sur Pace, là. C'est que genre... mais c'est pas si pire, hein? Le pire, c'est que quand un band a jamais fait d'autres podcasts, puis que je suis les premiers à le savoir, il y a une autre affaire qui est vraiment cool par rapport à ça, parce que souvent, quand c'est le cas, c'est des nouveaux bands ou des nouveaux artistes. Ouais, c'est vrai. Tu sais, moi, j'étais bien content d'être le premier interviewé Conflit Majeur ou General Chaos, parce que si quelqu'un d'autre l'avait fait, je veux dire, probablement que l'entrevue aurait été identique parce que leur historique est plus court. Ouais. Fait que dans ces cas-là, j'avoue que j'étais un petit peu gagnant quand même. Ça, c'est vrai. Pour ce genre de band-là, t'as raison, c'est une bonne affaire. Puis en plus, ils sont entre bonnes mains avec toi. T'sais. Ils vont pas avoir de la nono, ça, c'est sûr. Mais je pense que les bands gagneraient d'en faire plus. Parce que, anyway, de toute façon, quand tu rencontres les fans dans les shows, là, eux autres aussi ont à peu près des questions similaires. Puis, tu peux pas arriver à ces gens-là puis être désintéressé, tu sais. Il faut là, que les choses que tu racontes, faut que ça soit senti. Le problème, c'est quand t'en fais pas beaucoup, la gêne et le stress arrivent, puis là, finalement, tu réponds des réponses de merde, là, tu sais, c'est pas intéressant. Ou le monde sont pas fascinés ou sont pas intéressés, ils vont juste dire, j'ai rencontré cette personne-là, puis c'était dole. Ben, il y a beaucoup d'excitation aussi qui build up. Tu sais, disons, des groupes, c'est la première fois que tu les reçois, ou j'entends d'autres podcasts, c'est la première fois qu'ils passent. Le côté... on a du fun, on veut pousser la joke, on parle tout en même temps. Tu sais, il y a toutes les... Tu sais, t'as comme le côté technique que quand t'en as jamais fait auparavant, tu vas faire des erreurs comme quand c'est la première fois que t'en enregistres. Classique. Mais tu sais, en même temps, même des bands que je reçois souvent ou qui ont passé à plein d'autres podcasts, ça prend... Tu sais jamais, en fait. C'est vraiment du hit or miss. Il y a comme pas de science infuse de ça. Mais... Ben, c'est effectivement, tu sais, la chimie de plusieurs personnes ensemble, c'est différent. Tout ça, quand Alex et moi, on est ensemble, c'est jamais la même affaire. Fait que c'est sûr que one-on-one, toi pis moi, on va passer à travers bien plus de contenu parce qu'on a une espèce d'aisance, là, tu sais. Mais quand t'as 4 membres dans un band, tu veux inclure tous les membres, tu veux pas qu'il y en ait un qui dise rien. Fait qu'à un moment donné, tu commences à y parler à ce membre-là, puis lui, il est comme, bleu, ma couleur préférée. C'est ça, là. Ouais, c'est ça, mais ça, tu t'adaptes. Puis là, tu sais, moi, c'est une affaire, par exemple, quand ça arrive, des situations comme ça,
je me sens tout le temps mal quand j'ai pas, disons, donné un pourcentage égal à tout le monde, mais des fois, c'est parce que les réponses sont plus courtes. Ça? Tu sais, ça m'est arrivé, là, je l'ai dit, là, mais il y a une couple d'épisodes, tu sais, j'ai interviewé Chou, puis Gabrielle, au drum, elle a un peu moins parlé que les autres, puis la fois qu'elle a parlé le plus, j'avais pas activé la bonne caméra, puis je suis comme... Hey, je m'excuse. Hein. Tout le long qu'elle parle, t'as comme un plan d'un doute qui s'en va. J'ai juste son genou, là. Ouais. Mais tu sais, tu dis que les artistes devraient faire plus de podcasts. Je pense, je sais même pas si c'est possible parce qu'il y en a pas tant que ça qui font des entrevues, on va dire entre guillemets, de fond sur les bands. Tu sais, on va dire, il y a beaucoup, il y a moi, il y a du Premières Oreilles, il y a la part d'écouteurs. Mais quand tu tombes niché dans un style en particulier, moi, je sais, on va dire, il y a quand même beaucoup de groupes qui m'écrivent, puis je suis obligé de leur dire, pour vrai, je suis booké pour 3-4 mois. Puis, je peux pas juste dire, oui, tu sais, moi, il faut que je prépare ma recherche. C'est pas juste genre, tu passes demain, puis je vais te dire justement, parle-moi de comment tu as commencé à jouer de la musique, c'est quoi ton band préféré. Non, c'est pas ça l'ADN de ton podcast. C'est ça, exact. Fait que c'est sûr que les bands, ils vont tout de suite vers le clash. Puis c'est leur... Je suis comme, non, fais pas ça. Attends, le clash, c'est comme le boss de la fin. Fac, fais toutes les autres. Tu sais, build ta story. Puis quand tu vas aller voir Phil, lui, il va te surprendre avec des questions que toi, tu peux pas t'attendre. Puis là, c'est là que ça va devenir genuine. Mais le monde, des fois, sont pas ben bons. Il y en a plein des podcasts. Au pire, aller, le monde oublie que des émissions de radio, c'est un peu comme un podcast, là. Des shows de radio dans les cégeps, dans les universités, il y en a. Ouais. Fais-les. Faut que tu les fasses. C'est un rite de passage. C'est comme quand t'es un band, faut que tu le fasses, l'ESCO. Faut que tu le fasses, le Piranha Bar. T'as pas le choix de passer par ces salles-là. Tu peux pas tout de suite commencer puis te dire, moi, je fais la place belle. Mais non, faut que tu fasses, faut que tu sauras, tu ne pourras pas être ton band tant que t'as pas passé à travers tout ça. C'est un rite de passage. C'est pas tant genre du gatekeeping, de genre fais tes classes, là. C'est parce que tu vas te découvrir toi-même. Tu vas faire tes erreurs aussi, que tu vas savoir quoi pas répéter aussi. Pis tout, tu vas toi-même te rendre compte, finalement, est-ce que je réponds ça pour faire plaisir pour le public ou je le réponds ça parce que c'est comme ça que je me sens? Ouais. Tu sais, t'es-tu proche de tes émotions, ta vulnérabilité? Est-ce que t'es capable d'être vulnérable? Ça, c'est important. Sur scène, dans un podcast, faut que tu sois capable d'être toi-même puis d'être vulnérable quand c'est le temps. Mais le stress, des fois, ou quand c'est la première fois, ce qu'on essaie de faire, c'est la performance. On essaie d'être bon parce qu'on sent, mettons, c'est quoi les attentes des gens de moi, puis là, on essaie d'être ça. C'est pas bon. Je l'ai fait, moi, au niveau du podcast. Quand je repense aux premières entrevues, disons aux 20 premières que j'ai faites, il me semble j'ai eu Jeff de Sub. Ouais. J'ai eu Rouge Pompier. Ouais. J'avais eu des membres de 5-4. Ma première entrevue, c'était avec France de Grimmskong pour Barricade Punk, puis comme, man, tu sais, j'aurais jamais dû faire ça. Mais en même temps, ils sont pas si pires. Non. Puis ça me donne l'opportunité de recevoir toutes ces personnes-là, puis d'aller comme à une autre direction, puis d'avoir d'autres réponses, mais... T'es entre bonnes mains si c'est Franz, parce que lui, il en a tellement fait. Ouais. Il va comprendre là, que c'est peut-être pas ton 150e, il va t'aider. Ouais. Mais si c'est toi, c'est ton premier, puis le band que t'as, c'est ton premier, et bah, ça se peut que ça passe pas l'histoire, là, tu sais, là. Je pense que j'ai posé une question de genre 2 minutes 45. Il faut retrouver cet extrait-là. Ah ouais, ben, en fait, je l'ai pas parce que c'était un autre épisode que j'ai enregistré téléphone fesse à fesse, là. Ouais. Puis j'ai fait l'editing dans mon dictaphone sur mon cell. C'était vraiment comme c'était la première que je faisais. Puis c'est comme la graine qui a semé pour que je puisse faire cette Pour Barricade Punk, ça? Ouais, c'était pour Barricade Punk. Fait que c'était pas diffusé à Choc, là. Non. Parce que je m'en ai dit, sinon peut-être que Choc a un archive de ça qu'on pourrait ressortir, là, tu sais. Il est peut-être sur mon Patreon. C'est sûr, j'ai encore le fichier. Mais je pense qu'il est sur mon Patreon. Hey, on le fait, on le trouve. On veut la question de 2 minutes. Ah, mais ça, je l'ai plus. Ah, ok. Ah, chou. Hey, mais tu sais, on a parlé de la pandémie un peu tantôt pis tout, puis le côté... parce que c'est ça, là, Michael Caine est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Neve Campbell, sa vie a été, franchement, amputée justement par la pandémie. Il a pas eu comme la même vie. Les shows ont commencé comme quasiment 2 ans plus tard. Ouais. Il y a eu Neve Campbell qui est sorti et tout. Mais dans l'optique de Michael Caine, est-ce que déjà, après comme 2 ans de pandémie, vous aviez déjà comme une autre vision ou un optique ou de l'appréhension sur comment vous alliez créer cet album-là déjà? Parce que vous avez plus eu le temps d'y réfléchir que de faire vivre Neve Campbell, tu sais. La réponse plate, c'est non, parce que ce qui nous a pris tout notre temps, c'est la création du Patreon. Toute notre attention pendant la pandémie, vu qu'on venait de sortir un album, on pouvait rien faire avec ça, a été mis sur fournir des tunes à nos Patreons non-stop. Parce que c'était ça, notre Patreon, c'est on vous donne des tunes, vous les notez. Fait qu'on avait tellement d'attention là-dessus que c'était pas en fonction de il va avoir de l'air de quoi notre 4e album. C'était plus en fonction de là, toute notre énergie est sur écrire des tunes. Puis voir la réaction du monde. Fait que ça passait le temps. Ça veut dire qu'on focusait pas sur les problèmes, plus sur les solutions.
Fait que c'était moins à propos de quoi il va avoir de l'air, mais plus de, là, on écrit des tunes, puis ça sera ça le processus. Un pas à la fois. Okay. C'est avec le temps, c'est en 2022, quand on est allé en Grèce pour taper le drum, là, on commençait un peu à réfléchir à la structure. Ça aurait de l'air de quoi? Vers où on s'en va? On avait eu un peu les notes du monde, tu sais, fait qu'on était capable de comprendre ça serait quoi à peu près les tunes. Puis après ça, tout 2023, ça a été quelque chose. Parce que là, il y a eu comme une espèce de moment où on était tellement dans les shows de Neve Campbell. Ouais. Puis avec un album qui est prêt à finir, mais qu'on peut plus finir parce que là, on fait des shows. Le Patreon continue d'exister. Il y a eu un entonnoir incroyable d'énergie que là, c'était comme, va falloir le finir, cet album-là, parce que la date est fixe. C'est comme les élections. On peut pas repousser, puis tout, c'est ça le concept. Puis ça, là, c'est là où est-ce qu'avec la pression puis le deadline, c'est là où est-ce que les idées, soudainement, ont commencé à arriver. Il a fallu qu'on attende l'espèce d'entonnoir puis la dernière minute pour que soudainement tout a éclaté dans nos têtes en même temps pour tu sais, mais c'est ça. C'est ça qu'on fait finalement. Mais je suis content que tu dis ça parce que je pense que ça paraît parce que moi, des points que j'ai remarqués à l'album, c'est que Neve Campbell, j'avais trouvé très, on va dire, plus éclectique, on va dire. Ben, avec du recul, tous les albums, ils ont des tons un peu plus variés. Puis Michael Caine, on dirait qu'il y a comme plus une unité de son ensemble. Fait que si la majorité de l'entonnoir s'est faite au même moment, peut-être qu'il y avait comme quelque chose de similaire. Mais je sens vraiment qu'il y a comme plus une structure qui unifie les 9 pièces dans le fond. Là. C'est intéressant ce que tu dis parce que nous, on avait l'impression que c'était complètement l'inverse. On s'est dit, hey, mon Dieu, c'est parce que là, on dirait qu'on donne notre devoir à la dernière minute. Fait que ça n'aura pas de sens, cet album-là. Tu sais, on se disait, le monde va trouver que c'est n'importe quoi. Puis il y a beaucoup de commentaires de gens qui étaient comme incroyable le son que vous avez choisi. Ouais. On était comme c'était pas vraiment tant volontaire que ça. Moi, je sens que je suis un de ceux-là en plus quand on te dire que le son est comme chaleureux ou quelque chose. Je sais pas si c'est le son de Grèce ou. Non, parce que l'affaire, c'est que le monde, c'est pas tant ça, parce qu'on en a pas beaucoup parlé, on s'en est pas vanté. Mais l'affaire, c'est que quand on est arrivé en Grèce, ça, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Quand on est arrivé en Grèce, on avait. C'est une île. Fait que fallait que tu fasses venir du gear sur l'île pour taper l'album. Il y avait un drum sur place, mais il y avait pas vraiment d'ampli ou tout ça. Et là, ce que tu peux amener, nous autres, on faisait des shows en France, fait que on est arrivé juste avec des guides pedalboard, et des cymbales, puis tout. Là, on arrive là, puis l'ampli, ben les amplis qu'on était supposé d'avoir, dont un qu'on a commandé, marchait fuck all. Okay. Fait que finalement, en Grèce, on était supposé taper tout l'album, on a tapé juste du drum. C'est ça que j'ai vu en plus, là, comme j'étais surpris, j'étais là comme ça devait être l'idée principale, puis parce que les guides, maintenant, tu m'enregistrais ça de chez vous, tout ça. Non, la base, c'était faire comme Neve Campbell, triper pendant 8-9 jours en Grèce, taper, git, drum. On fait jamais les voix, mais tu sais, faire toute la musique. Non, moi, je me suis gratté le cul pendant 8 jours. Ça a amené des conflits, tu sais, ça l'a amené genre des moments intenses parce qu'il y a de la frustration. Ben ouais. Surtout quand tu payes. Ah, c'est toi, t'attends 4 ans pour te payer un bon studio. Puis cher, là, on met de l'argent de côté pour faire ça, là. Fait que d'être là, tout ce temps-là, là, ouais, ça, c'était vraiment pas un beau moment. Parce que là, à un moment donné, il y a aussi le délai avec l'imprévu. Mais on avait comme tout prévu, sauf les amplis vont être pourris, ça marchera pas, on peut pas faire ça. Mais aviez-vous enregistré quand même des affaires pour être comme poker face envers le gars, puis dire au pire, les tracks de Git, si on les utilise pas, peut-être qu'on veut les utiliser pour autre chose, mais vous n'avez fait quand même. On a fait des shit tracks, là, mettons, de Git. Mais à partir du moment où on aurait voulu sortir avec de quoi d'utilisable, on était comme, il y a rien qui va sortir de là. Même qu'il y a un moment donné, il y a des soirs où genre, tout le monde allait se coucher parce que c'était un espèce de studio où tu peux dormir là. Puis moi, je restais au studio, puis juste pour passer le temps, pour dire que j'avais joué dans le studio de rêve. Ton cash, je jouais de la guide, ces tracks pour le fun, sans prendre le temps de tout le monde. Juste pour que moi, j'aille une espèce de satisfaction d'avoir un peu joué en Grèce pour vivre le rêve, même si je savais que ça sortirait. Parce que même si tu fais rien, tu peux pas juste comme dire hey, fais tes tracks de drum, je m'en vais à la beach. Non, tu restes là. Mais parce oui. que, tu sais, je veux dire, c'est ça. Être un bête enregistré en studio. C'est ça. C'est exactement ça. On est deux en plus. Fait que c'est pas comme une affaire de. Ben, c'est pas grave, il y a une des deux guides qu'on fera pas, c'est pas ça. Là. C'est genre là, on tape juste du drum. Ça a changé l'histoire. On devait peut-être juste taper 9-10 tonnes. On a tapé bien plus que ça, parce qu'on avait juste du drum à faire. Fait que là, on est ressorti en été 2022 avec beaucoup de tracks de drum. Puis là, on avait comme peut-être plus un grand terrain de jeu. Fait que ça, finalement, on n'aurait pas pu prévoir ça. Puis là, quand je suis arrivé, puis j'ai dit là, je vais taper moi-même toutes les guides parce que manque d'argent à m'amener. Tu sais, c'est genre, j'ai tout mis l'argent sur le studio, puis j'ai tout fait un setup, j'ai emprunté des micros, puis j'ai moi-même tout tapé les voix, les guides dans mon bureau où je fais les subventions de Slam 10, ces affaires. Ça a été ça pendant des mois de temps. Fait que c'est moins beau, tu sais, c'est moins une belle histoire, c'est moins magique, mettons, contrairement à la Norvège, que c'était complètement fou, là, tu sais. Petite déception. Puis là, tout le monde est comme, ça sonne en tabac. Ah ouais. Là, je suis comme,
Ah, écoute, mais tu sais, c'est ça. Quand tu essaies de prévoir un plan A, le plan B, des fois, il est meilleur, mais t'es pas capable de le prévoir. Fait que moi, aujourd'hui, j'apprends à apprécier beaucoup Michael Caine pour le résultat, puis la perception des gens, puis de mettre de côté comment moi je l'ai vécu, peut-être. Tu sais, puis juste dire, ben, Jeff, c'était ça qui devait arriver, en fait. Ouais, puis quelqu'un qui l'écoute, tu sais, oui, l'histoire que tu racontes va être intéressante maintenant avec du recul de l'entendre, sauf que la musique va être la musique, peu importe qu'est-ce qui s'est passé au final. Pour l'auditeur, on va dire. Ça peut avoir un impact sur le lore puis la perspective de l'écoute, mais au final, la chanson va rester la chanson qui a été enregistrée puis que les gens aiment ou aiment pas. Faut se poser la question, si l'album avait été il y avait eu une moins bonne perception, est-ce que justement on aurait commencé à voir que ça c'était à cause de ça? Hein? Là, on le célèbre parce que l'album marche vraiment bien, mais on aurait pu tous arriver avec une espèce de déception majeure de tout le monde trouve que ça sonne le cul, là, tu sais. Mais ce studio-là, vous l'aviez trouvé comment? Je pense que c'était comme le Black Rock Studio, je pense que j'ai vu. C'est ça. Puis, moi, quand il y a des studios que je connais pas, des artistes que je connais pas, je vais voir leur Discogs, puis il y a comme une grosse affaire qui se passe là-dessus. Puis lui, la liste était extrêmement longue, mais c'était juste des artistes grecs. J'ai pas trouvé beaucoup d'artistes internationaux, mais tu sais, à un moment donné, à force de scroller des pages, j'ai comme arrêté peut-être avant d'arriver plus tôt. Puis c'était tout justement écrit en grec. Ah ouais, donc Justin Bieber, One Direction, il y a des gros artistes qui ont tapé là. Ok, j'avoue que je m'étais pas rendu à cette page-là dans le studio, quand tu rentres, il y a juste les disques d'or de ces gros artistes-là. Okay. C'est sûr que c'est sur une île. Fait que le reste de l'année, quand les grands artistes mondiaux louent pas le studio, ben ils vont remplir leurs années avec plein d'autres artistes locaux et tout. Puis, c'est pas tout le monde. C'est parce que c'est ça, vu que c'est une île, il faut que t'apportes ton gear. Fait que c'est plus un studio où, mettons, Justin Bieber va aller faire ses voix là-bas. Parce que t'as pas besoin d'amener tout. Mais c'est ça, en plus, parce que Santorini, c'est pas comme une des places super touristiques. En plus, en Grèce, de savoir que après tant d'années que ça, ce studio-là, avec le build-up, aurait pu se construire un genre de backline qui donne son son et sa réputation. On n'a pas trop compris comment ça se fait que le backline n'a pas été mis en priorité, mais je pense que le studio fait beaucoup de cash avec des artistes qui ont beaucoup d'argent. Comme mettons, Skrillex est allé là. Puis le gars, il comptait qu'il s'était loué le studio, mais Skrillex était tout seul, puis il s'ennuyait. Fait que le gars qui loue le studio a fini par jammer avec Skrillex pendant 2 semaines. Juste pour le fun. Ils ont parti un side project. Non, mais tu sais, le gars, il nous comptait ça, c'était un vieux bonhomme de peut-être 50 quelques années. Il était comme moi pendant 2 semaines, finalement, j'ai jamais avec Skrillex, tu sais, parce qu'il s'ennuyait. Parce que lui, il voyait comme je vais me louer un beau studio pour finir, mettons, mes tracks. Puis finalement, c'est comme, c'est une des plus belles îles dans la planète, c'est tout c'est c'est beau. Comme les petits pignons bleus, c'est ça, c'est ça. Là. Puis lui, il est comme à l'autre bout de l'île complètement, parce qu'il y a moins de touristes. T'es toute seule un peu, c'est vraiment magnifique. Mais je peux comprendre que les artistes se louent ça pour un peu des vacances, des trucs comme ça, pour être très, très isolés. Puis je sais pas pourquoi il n'y a pas eu... C'est le contraire de certains studios qui se vendent d'avoir du gear. Là, je checkais justement Steve Albini, une vidéo de lui sur son studio, puis le gear qu'il avait, puis la fierté qu'il avait d'avoir des pédales poches. Ok, ouais. Hey, ça, c'est la plus poche de toutes les pédales. Mais elle donne ce son-là. Ça donne ça. La fierté du gear. Lui, il avait zéro ça, là. D'ailleurs, Steve Albini, là, pour le nommer, vu que c'est comme on va dire de triste actualité en ce moment, il y a un groupe québécois que ça s'appelle Faon, F-A-O-N, un groupe de Québec qui a enregistré avec lui genre l'année passée, puis ça risque d'être d'un des derniers albums qui sortent de lui. Puis je pense que c'est comme une gang, ça a l'air un trio, je vais dire comme indie, peut-être un peu grungy de Québec, que là, ils vont sortir leur EP bientôt. Ça va quand même être une drôle de façon, par exemple, ils vont sûrement en profiter par le biais, heureusement ou malheureusement, quand tu le vois. Mais c'est ça. Fait que, c'est drôle fun, ça. Je me suis posé la question, moi, combien d'artistes québécois ont enregistré avec Steve Albini? Tu sais, ça serait je sais qu'il y en a tellement un de statistiques intéressantes, mais c'est sûr qu'il y en a plein, puis qu'on le sait pas. Ou qui ont été juste mixés ou qui ont enregistré juste comme une section, mais il me semble qu'il y en a quand même quelques. Puis même dans le monde, dans l'univers du punk rock. Là, je commence à être perdu j'ai comme trop d'informations dans mon cerveau, mais je le sais que quelqu'un m'a déjà dit tel gars a enregistré avec Steve Albini il y a 10 ans. Je pense que ça mériterait peut-être comme d'avoir une conversation avec quelqu'un qui a tapé avec lui. Si tu pouvais trouver un keb qui dit moi je passais 2 semaines avec Steve Albini, c'est sûr que c'est intéressant. Sûr. Ben d'ailleurs, juste, tu sais, moi j'ai eu la puce à l'oreille de ce groupe-là, à cause qu'ils ont posté, on était avec Steve Albini, puis là, ils sont là en studio, puis tout. Je fais comme, ok, intéressant. Puis là, j'ai hâte d'entendre leur matériel. Puis tu sais, si c'est quelque chose que j'aime, ce serait un groupe que j'aimerais justement les recevoir. Ben tu sais, ça serait plate qu'on parle 45 minutes de Steve Albini, c'est ça. Mais je pense que ça intéresserait le monde de la petite demi-heure là-dessus. Je suis sûr qu'il y a du monde qui s'est intéressé. Puis après ça, justement, il y a comme toute l'analyse après ça de qu'est-ce que ça a donné. Parce que je pense que même Steve Albini lui-même, qui est tout le temps en train de dire, mettons, quand je tape un band, j'essaie de rien changer de leur son original. Fait que si son poche, faut que ça sonne poche, là, dans le sens où il veut pas arriver puis que ça s'entend que c'est lui qui l'a tapé. Jérôme Boisvert est comme ça au Québec, là. Il y a beaucoup à propos de
si ça fausse, je laisse ça de même parce que c'est ça le band, tu sais. Il y a des bands qui pensent que de taper avec Steve Albini, ça va les sauver. Tu sais, parce que lui, il est connu. Puis moi, je suis comme, non, au contraire, tu vas vers ces gens-là pour que lui garde tout ce qui est comme l'ADN de ton band le plus comme clean possible. Mais ça sauvera pas ton band. Si tes tunes sont pas bonnes, ça sera pas bon. Je sais pas s'il est sélectif aussi dans ses demandes, tu sais, parce qu'il doit avoir une liste d'attente. Je peux pas croire qu'il devait avoir une liste d'attente. Ouais. Fait que je sais pas à quel point il sélectionne selon ses goûts musicaux, selon, tu sais, il doit comme aussi privilégier les... Ben son studio était aussi opéré par d'autres personnes. Ben c'est ça. Fait que donc, il devait laisser les projets que ça y tente moins à d'autres personnes. Mais après ça, quelqu'un qui l'appelle... Ah ouais, ça me tente. Il a son propre studio, il devait dire je réserve ces dates-là, puis c'est tout. Ou te squeezer comme entre ces deux sessions-là. D'après moi, c'est ça, là, tu sais. Il y a la même chose avec les shots de tatou là, qui ont, mettons, des gens connus comme Kat Von D. Moi, quand j'étais allé à son studio de tatou à LA, c'est pas elle là, qui maintenait le studio de tatou, là, mais elle était connue parce qu'elle passait partout dans le monde. Mais t'avais les B puis les C qui passaient dans l'émission, qui étaient là, qui s'occupaient overall de la shop, puis la shop, c'était la vraie affaire. Mais elle devait être là une fois de temps en temps pour tatouer, mais elle devait prendre juste des clients connus, là, genre Dave Grohl, il vient. Mais ça reste son nom qui est apposé sur l'art au final. Fait que si elle engage du monde de marde, ben tu sais, tu vas voir là, puis personne va y aller parce qu'ils savent que c'est overpriced pour la qualité que tu vas avoir. C'est Steve Albini, ça va être la même chose. Là. Ça, là. Mais en même temps, lui, je le sais, il était très anticapitaliste. Ça, fait que souvent, ça devait pas être super dispendieux d'enregistrer avec. C'est ça, il devait taper les artistes juste parce que ça y tente, parce qu'à un moment donné, taper du drum, t'en as fait dans ta vie, là. Fait que même si t'es un band connu, il faut vraiment que ça te tente, là. Fait que tu le fais pas pour le cash, là. En tout cas, sûrement pas. Ouais. Hey, ben, ça n'a pas rapport, mais ça me fait penser, parlant de ne pas le faire pour le cash. Tu sais, tu l'as dit, souvent, c'est le Patreon qui vote comme pour les chansons. Ouais. Puis là, il y a eu le Renève Campbell qui est sorti, que c'est des pièces un petit peu qui avaient été pas nécessairement sélectionnées par le comité, que vous êtes comme, tu sais, vous avez joué avec les zones grises des règles de Rouge Pompier. Mm-hmm. Est-ce que, parce que là, il y a comme une affaire qui a de l'air cryptique un petit peu, parce que tu parles pas de Michael Caine, mais plus de l'air Michael dans les dernières entrevues que j'ai faites. Puis là, tu viens de dire que tu as enregistré plus de tracks de drum et tout. Fait que la porte est ouverte à, est-ce que c'est le genre de truc que vous allez pouvoir refaire de cette façon-là, ou différemment, de vous laisser plus un droit de veto plus tracé dans le sable, tu sais. Il y a comme deux réponses à ça. La première chose qu'il faut constater, c'est... Moi puis Alex, quand on a parti le band, on avait 31, puis là, on est rendu à 44. Puis quand on a... Vu qu'on a des albums aux 4 ans, c'est toujours facile de dire notre 8e album, on va avoir genre 62, là, tu sais. Tu sais, tu peux tout de suite les savoir. Puis il y a comme cette réflexion-là que lui puis moi, on a à propos de... On vieillit, puis on a établi des règles tellement strictes que dans la carrière de Rouge Pompier, il n'y aura pas 15 albums. Parce qu'il va en avoir un aux 4 ans, fait que fais le calcul, à un moment donné, c'est ça. Puis, c'est pas qu'on veut être strict avec les règles, mais je pense que les gens aiment ça quand un band est fiable. Fait que quand tu leur proposes quelque chose, un rituel, le monde aime ça que le rituel soit respecté. Puis je pense qu'avec Rouge Pompier, c'est une de nos forces. Le monde a confiance en nous parce que depuis 12 ans, on répète quelque chose qu'on a fait. Il y a plein de gens qui se disaient, ça marchera pas sur ce plan-là, ils resteront jamais juste 2. Ou genre, ils font pas des albums jusqu'à 4 ans. Okay. Non, ça, c'est une tradition. Les gens s'abonnent aux traditions. Fait que ça va rester. Renève Campbell, c'était pas de dériver, genre, de ce qu'on voulait faire. Mais, visiblement, on répondait à une question qui était très populaire, qui était, ça sonnerait comment votre band si c'était vous autres qui choisissiez les tunes? Ouais. Puis la réponse, c'est quelque chose d'à peu près moyen. Parce que quand on a sorti Renève Campbell, il y avait genre une bonne tune sur 5, mettons. Puis le monde était comme, ouais, c'est correct. Puis on était comme, voici la preuve que nous, on n'est pas assez objectifs sur nos propres tunes. C'est-à-dire que c'est obscur, mais au niveau de même nous autres, le moment donné, j'ai dit récemment à Alex, nomme-moi les 5 tunes de Renève Campbell, puis il était comme, je peux pas le faire. mais attends, mais ça, par exemple, moi, c'est une affaire que, on va dire, j'ai réfléchi beaucoup à ça, parce que justement, tu te dis la gimmick de Rouge Pompier et tout, les traditions, ça fait quelque chose. Sauf que les chansons de Renève Campbell que vous avez pris, c'est de 2012 à Neve Campbell. Ouais. Fait que vous avez choisi ceux qui avaient été laissés de côté. Et tout. Ouais. Fait que oui, c'est des chansons que vous appréciez puis que vous vouliez sortir. Ouais. Mais c'est pas des chansons qui ont été créées dans l'optique de c'est notre vision qu'on fait un album de A à Z. Tu sais, c'est un peu du cherry picking, vous avez fait. Ouais. Mais si, disons, dans 4 ans, vous fermez le Patreon, moi, c'est cet album-là que je serais curieux d'entendre, en fait. C'est ça l'affaire. Ouais, je comprends. Oui. Mettons que le processus était 100% à propos des nouvelles chansons, mais personne ne se pose la question sur... Il y a juste moi et Alex qui juge qu'est-ce qu'on met sur là-bas. Je suis d'accord. C'est intéressant. C'est intéressant comme processus. Est-ce que le résultat va être différent? Peut-être pas. Peut-être que ça va être aussi bon que c'était. Peut-être que ça va être plus poche. Peut-être que ça va être meilleur. Mais il y a une chose qui est le fun. C'est que là, on a une proposition. Puis la proposition...
elle nous empêche de faire comme tout le monde. Ouais, c'est vrai. Puis là, je pense que ça, c'est excitant pour tout le monde. Parce que le processus est enfin différent. C'est un processus créatif qui est différent. C'est un choix volontaire. On fait absolument pas des compromis en faisant ça. Au contraire, moi puis Alex, on est contents. On a l'impression de roder notre album avant de le faire. Ah ouais. Fait qu'au lieu d'arriver avec un show avec des mauvaises blagues, tu rodes ton show, puis là, après ça, quand t'annonces ton show avec les billets, là, tu donnes juste le bon stock au monde. Moi, je pense que c'est un processus artistique qui est pas si weird que ça. Puis il y a beaucoup de fierté avec les bandes de dire « true to ourselves », là, tu sais, puis genre mon œuvre est pure ». Notre œuvre est pure aussi, dans le sens où les tunes, c'est nous autres qui les a écrits. C'est juste les tableaux, là, si t'en fais 400 là, quand t'es un peintre, là, pas obligé de faire une exposition des 400 tableaux. Le monde va trouver ça dole. T'exposes les 12 plus beaux tableaux dont t'es fier. Ça se peut que des fois, tu te sois un peu trompé ce soir-là pis t'étais pas bon. Mais moi, je pense que ça arrive des fois que je suis pas bon. Pas envie de montrer à tout le monde des fois que je suis pas bon. J'ai envie qu'on me le dise avant que je les sorte, les chansons, si j'étais pas bon. Le processus créatif, il y a tellement de façons d'arriver à une œuvre. Moi, l'exemple qui me vient tout le temps en tête, c'est David Bowie, il a eu X nombre d'albums. Chaque album, il y avait des approches différentes, il y avait des musiciens différents, des studios différents dans chaque ville pis tout. Tu sais, la période, il y a je pense 2 albums de la période de Berlin que il y a Brian Eno qui a participé, puis il y avait l'affaire des cartes. Il coupait des textes, il les mélangeait, il pigeait dans son chapeau, puis c'est ça que ça donnait. Puis tu sais, je pense que David Bowie a quand même eu un bon taux de réussite malgré que il y avait des moves de même de créatifs que ça a pas influencé, on va dire, la qualité, tu sais. Ben, c'est la même chose avec les bands qui vont dire « Je vais travailler avec Steve Albini. Notre album va être meilleur. Il va nous aider. » Je suis comme « Est-ce que ça, c'est pas respecter ton processus créatif? De demander à Steve Albini de choisir pour toi? Moi, c'est pas Steve Albini pour moi. Moi, c'est 200 et plus Patreon qui connaissent le band et qui sont vraiment à l'aise de nous dire ça, c'est poche. Tu sais? Fait que c'est pas tant différent. Mais des fois, je trouve que le monde sont vite pour juger de « Ouais, ce processus-là, c'est un processus de juste pour, mettons, sortir juste qu'est-ce qui est commercial. » Je suis comme « Non. Non, c'est ça. Le monde sont très, très capables de nous dire cette tune-là a duré 8 minutes, mais c'est votre meilleur. OK, ouais. Très, très, très capable de nous dire ça. Son objectif. De toute façon, à la gang qui sont, impossible que les deux personnes weird fassent changer la décision. Ouais. On a trop de monde qui sont abonnés. Tu le vois tout de suite. Là, même si moi puis Alex, là, on disait le contraire des 150 personnes ou 200 personnes, on n'arriverait pas à faire changer la note. Y a-tu par contre le fait... si on mélange le fait d'avoir le comité, de sortir un album aux 4 ans, un des trucs qui camoufle un petit peu comme, tu sais, les textes sont cryptiques aussi. Le fait que, disons, t'as pas un album que la thématique est unie, tu sais, tu peux pas avoir, on va dire, entre guillemets, un album concept ou un album, hey, ça, c'est la période que, genre, dépressive, peine d'amour, j'ai eu un enfant ou des affaires comme ça. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui est comme, qui reste, que, tu sais, tu peux écouter une tune de Rouge Pompier de n'importe quel album, puis tu peux pas la fixer dans le temps non plus, t'sais. Sauf, mettons, les textes, je les fais après. Ça veut dire que oui, il reçoit les tunes avec des textes, mais souvent, je me donne le droit de refaire le texte, retravailler le texte, changer des trucs. J'unifie l'histoire parce que j'ai quand même des choses à dire. Fait qu'à partir du moment où c'est ça les tunes que le monde a choisi, si je trouve qu'à un moment donné, dans le texte, ça va peut-être pas où j'aurais voulu aller, je me permets d'arriver puis de prendre la tune puis de dire, même si je change cette phrase-là, cette phrase-là, cette phrase-là, là, après ça, à un moment donné, il y a peut-être plus un fil conducteur puis c'est là où moi, je suis fier de ce processus-là, c'est parce que j'ai quand même la possibilité après ça de vernir l'ensemble. C'est pour ça qu'à la fin, le monde, ils disent ça a l'air d'un tout, cet album-là. On dirait que les textes sont plus deep sur cet album-là, c'est plus dark, puis le son, puis là, moi, dans ma tête, je fais comme, ben, le processus créatif, c'était pas ça, mais quand vient le temps de mettre une couche de peinture puis de mettre ça beau, là, j'ai peut-être l'expérience qu'il faut pour m'assurer que le monde n'ait pas l'impression que c'est n'importe quoi. Puis t'as le temps de mettre les Easter eggs. Ben oui, puis tout ce qui est crypté, moi, je le mets là-dedans. À partir du moment où je me dis, c'est ça les tunes, cool, là, je vais cacher ça ici. Et d'ailleurs, là, dans mon analyse de Easter egg, il y en a un, ben il y en a 2 en fait. Tu sais, il y a Paquet de choses qui est comme un petit peu tape à l'œil. Puis là, j'ai réécouté un petit peu Paquet de choses 1. Tu sais, il y a comme les bruits un petit peu de lac puis de quai un peu au début. Puis j'ai l'impression que peut-être qu'il y a un peu ça en Paquet de choses 2 au début. Parce que j'ai passé 45 minutes à essayer de faire jouer la tune à l'envers sur Audacity. Puis le résultat était pas bon. Puis là, j'entendais un petit moment. J'avais l'impression qu'il y a des bruits d'oiseaux à un moment donné, quelque chose comme ça. Fait que, c'est quoi le callback? C'est-tu un peu le son de quand vous avez enregistré les bruits de lac et de forêt qu'il y a aussi dans Paquet de choses? Ça fait plusieurs fois qu'on parle de ça, puis ça, c'est une nouvelle hypothèse que j'avais pas encore entendue. Fait que je suis quand même fier de toi, parce que ce que j'aime de Paquet de choses 2, c'est que
tout le monde fait comme ça n'a pas rapport, ça. Ouais, mais, tout le monde parle que de ça. Fait que c'est une grande victoire. Ouais. Une très, très grande victoire que je célèbre à chaque fois parce que on n'a pas parlé d'aucune tune, toi pis moi, de cet album-là, mais tout de suite, on est sur Paquet de choses 2. Quand j'ai eu l'idée, Alex il était comme « What the fuck? » Puis tout le monde était comme « What the fuck? » Puis moi, dans ma tête, je me suis dit « Ah si, moi j'ai quelque chose à dire, ça c'est possible, parce qu'on est rendu dans un processus créatif où ça c'est possible. Justement, l'inverse de donner à tout le monde ce que tout le monde voulait entendre, moi je donne l'inverse de ça sur l'album, c'est quelque chose qui sonne pas comme du rouge pompier, quelque chose qui a pas été choisi par le monde, puis quelque chose de très crypté. Puis moi je me dis, ça c'est un caillou dans l'eau, comment on dit ça, c'est quoi l'expression de pitcher un caillou dans l'eau, là, puis que là, ça fait des éclaboussures, puis tout, là. Le pavé dans la mer, je sais pas trop, en tout cas. Le galet dans la mer. Peut-être, là. Je sais pas, je pense pas non plus. OK, l'eau est calme, ouais. tout est placé. Maintenant, je garoche une roche là-dedans. Ouais. Puis là, je rajoute du chaos dans l'œuf. Pourquoi? J'aime ça, le chaos, tu sais. Mais ce que j'adore, par exemple, c'est que ça donne l'effet que moi, je pensais qu'il allait arriver, mais que personne n'était convaincu de ça. C'est comme si tu avais un bouton d'en face, tu sais. Là, tout le monde regarde que ça. Là, c'est plus ta personnalité qui compte, tes cheveux, ta barbe, t'as beau... Mettons, c'est la journée de ton mariage, là. La fille, sa robe est belle, elle est placée, ses cheveux, mais elle a un bouton. Qu'est-ce que le monde va dire? C'est ça, c'est le gros bouton. C'est pas la journée. C'est surtout la journée du mariage, c'est pas l'amour, tout ça, c'est le bouton d'en face. Moi, j'adore ça. C'est que vous l'avez bien fait parce que on sait à un moment donné, ça, c'est Jesse qui parle, il dit quelque chose en ce moment, mais il y a comme... Mais est-ce que... Y a-tu du monde qui l'ont réussi à le faire jouer à l'envers puis compris ou même votre track à l'envers ou modifié est faite pour qu'on puisse pas reconstruire ce qui a été fait? Ben, y a du monde qui l'ont fait jouer à l'envers puis qui n'arrivait pas à détecter ou comprendre nécessairement plus le sens. Ben, c'est ça que j'ai fait. C'est une grande victoire. Compris, là, ouais. Ça, c'est une grande victoire. Parce que si la simple affaire, ça serait remettre à l'endroit, tu vas tout comprendre, big deal. Tu sais, genre. Wow! Non. Il y a des choses, dans les deux sens de la chanson, il y a des choses à l'endroit et à l'envers. Fait que même si t'as fait jouer à l'envers, tu vas entendre des choses à l'envers. Bon. Ok, c'est bien joué. Il y a beaucoup de layers. Même si dans une autre entrevue, j'en ai parlé un peu plus, j'ai quand même pas tout dit. Puis on dirait que j'étais déçu après ça. Je me suis dit, ben là, à cet endroit-là, j'ai essayé de parler de quelque chose d'eux, puis en le réécoutant, je me dis, mais c'est pas ça, c'est juste 25% de l'histoire en plus. Fait que même moi... C'est quand tu dis qu'il y a des callbacks à Paquet de choses 1, ça un peu. Entre autres. Je pense que si j'essaie de le résumer sans donner toutes les informations, parce que avec toi, puis avec toi, on avait beaucoup parlé de les choses cryptées, des fois, sont faites pour rester cryptées, là, tu sais. Mais dans Rouge Pompier, il y a cette place-là, puis ça intéresse le monde. Toi, tu l'as fait jouer à l'envers, tu as essayé de comprendre des trucs avec les bruits d'oiseaux. D'autres personnes, ce que j'ai entendu, c'est... Ça s'est mis au bruit d'oiseaux, ce que j'ai compris. Ouais. Il y en a qui étaient comme, ben si je fais jouer Paquet de choses 2 par-dessus Paquet de choses 1, les deux ensemble fit dessus. Moi, après ça, j'étais déçu de pas avoir pensé à ça, parce que je trouvais que c'était vraiment malade. Est-ce que ça fit si tu parles le magicien d'Oz? C'est ça! C'est ça! Il y a juste toi qui comprends! C'est ça que je me suis dit, moi, avec. J'aurais dû. À quelque part... T'as aimé la toune en plus avec un film. Non, mais avec un film de Michael Caine, là, j'allais avec une scène, là. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Et là, moi, j'étais tellement déçu. J'étais comme, j'aurais pu rajouter une couche en plus de toutes les couches à ça, puis la garder pour moi, puis juste faire comme, il y a juste moi qui le sais que c'est la scène de ce film-là. C'est parfaitement synchro. Je suis tellement déçu. Mais en tout cas. L'idée, là. Par contre, le brainstorm qu'on a, toi puis moi, ensemble, là, c'est quoi les possibilités pour un band de sortir un album, de mettre une tune qui est complètement pas du Rouge Pompier, puis qui est donc, là, je peux faire n'importe quoi parce que c'est pas une tune, c'est pas des structures, etc. Jusqu'où je peux aller là-dedans? Là, moi, je me suis amusé, mais j'ai l'impression d'avoir débarré quelque chose dans l'univers de Rouge Pompier parce que tout le monde parle de ça. Ça veut dire que si je refaisais quelque chose dans le même processus créatif, il y a du monde qui dirait, la première fois qu'on entend ça, ça fait partie de Rouge Pompier maintenant. Les Beatles faisaient ça à l'époque. À un moment donné, là, ils tripaient sur la stéréophonie. Ça, c'est malade. Là, ils se permettaient de panner un solo à droite, puis le drum complètement à gauche. Aujourd'hui, le monde serait pas wow, le drum est complètement à gauche, c'est fou. Mais à l'époque, les Beatles étaient comme, nous autres, on est les Beatles, on a fait Twist and Shout. Fait qu'on peut pas se permettre dans ce tune-là de mettre le drum à gauche. Là, on se fait plaisir, tu sais. Là, on a les meilleurs ingénieurs. Là, on peut avoir du fun. Le processus des Beatles, c'était ça. Alex est un grand fan des Beatles. Puis quand j'y ai dit, tu sais, cette affaire-là des Beatles, etc., si on faisait telle affaire, il était comme, tu sais quoi? Bonne idée. Lui, il n'a rien à voir avec cette chanson-là. Moi, j'ai fait ça dans un délire. Mais à la fin, le fait que tout le monde en parle, puis maintenant, nos shows, la première chose que t'entends,
c'est nous autres qui part Paquet de choses 2. On est déjà placés. On est en train de finir de tourner les micros, les affaires. Tu sais, l'espèce de line check qui existe avant un show, là. Mais nous autres, maintenant, on part Paquet de choses 2. Cette ambiance-là, qui est un peu angoissante, qui est weird, qu'il y a plein de layers que tu comprends pas. Si tu l'as entendu sur l'album, puis là, t'es dans le show, puis tu connais le lore de Rouge Pompier, tu fais comme... Je sais c'est quoi qui se passe, là. Quelqu'un qui sait pas c'est quoi, c'est comme écouter Paquet de choses 2 pour la première fois sur l'album, faire comme what the fuck. Mais quelqu'un qui arrive au show, qui connaît Michael Caine, qui entend Paquet de choses 2 partir, il se dit, ça c'est ma toune. Ça c'est mon intro. Maintenant, on a quelque chose qui est pur avec nous autres. Après ça, dans l'explication puis le sens, si on essayait toujours de faire du sens dans tout, ou de trouver le sens dans tout, on essaie plate. C'est comme le tour de magie, tu veux pas toujours l'expliquer. Sinon, ça devient plate pour le monde, là. Fait que moi, je pense qu'il y a un tour de magie dans Paquet de choses 2 qui existe. C'est pas moi qui essaie de rendre quelque chose weird, plus weird que ce l'est. Je le sais, c'est quoi tous les détails. Je les ai expliqués à Alex. J'ai tout comme détaillé ça, à Fred aussi. Puis les gars étaient comme... Pour être sûr, c'est pas comme un speech genre néo-nazi dans leur C'est ça, les gars, c'est comme whatever. Puis les gars, quand j'ai fini de leur expliquer au complet le processus créatif de ça, ils étaient comme... Nice! C'était pas comme... C'est même pour eux autres, là, c'est un processus, puis c'est difficile pour eux autres d'être dans ma tête. Mais je peux quand même résumer ça en disant, Paquet de choses 2, c'est comme si je t'invitais pendant 2 minutes 30 à être dans ma tête. Mais pour vrai. Mettons, tu sais, quelqu'un qui a déjà eu des crises d'angoisse, c'est dur de l'expliquer, là. Puis la personne dit, pourquoi tu fais une crise d'angoisse? Par où commencer? C'est la troisième fois que j'ai cette discussion-là de suite avec 3 artistes différents en très peu de temps là, par rapport à ça. Là, comment tu peux expliquer ça à quelqu'un rationnellement? C'est quoi une crise d'angoisse? Ça part comment? Puis pourquoi t'es là-dedans? Pourquoi t'es pris là-dedans? Dans ta tête versus le dire dans des mots, c'est 2 choses. Il y a les émotions, les couleurs, puis après ça, il y a l'espèce de traduire ça à quelqu'un puis expliquer à quelqu'un pourquoi tu fais une crise d'angoisse, ça marche pas. Quand tu fais de la musique, quand tu écris des chansons, comment que ça se passe, les neurones dans ta tête, là? C'est pas des structures de notes, du solfège, puis des structures de couplet-refrain. Pour moi, là, c'est un paquet de bruit, c'est un paquet de choses. Ouais. Il y a beaucoup de choses dans ma tête qui se passent, puis il y a moi qui essaye de traduire ça aux gens. Ça, c'est ce que je peux le dire le plus court possible. Mais pour ce qui est des bruits d'oiseaux, par exemple, pourquoi ils sont là? Moi, je sais, ils sont où les bruits d'oiseaux? De quel endroit ils sont enregistrés? Puis pourquoi ceux-là sont mixés avec ceux-là? Puis dans quelle forme? Puis pourquoi? Je le sais qu'il y a des bruits à l'endroit et à l'envers d'ambiance où ce que t'entends Fred Pompier puis Alex Pompier, que le monde, ils entendent pas ça. Moi, je les entends, je sais ils sont où. Fred est à droite ici, Alex il est ici, il est en train de dire tel truc. Je sais tout ce qui se passe dans la chanson, puis pour moi, tout ça a un sens, mais ça reste que c'est ce qui se passe dans ma tête, c'est mon sens à moi, puis j'ai envie de dire au bon, je vais pas vous le traduire. Je vais vous parler dans une langue que vous comprenez pas, mais je vais enfin m'exprimer comment que ça se passe dans ma tête une fois, ça donne pas quelque chose d'eux. Puis je trouve ça beau. Je trouve ça beau que ça puisse exister, même si le monde sont comme « j'arrive pas à comprendre ce que tu dis ». C'est normal, tu comprends pas le mandarin, c'est correct. Mais là, j'ai envie de m'exprimer en mandarin, puis j'ai pas besoin de sentir que toi, t'as tout compris ce que j'ai dit. Mais l'effet que ça l'a eu, puis là, je viens de m'en rendre compte, parce que je l'ai fait tantôt, c'est que, tu sais, je vais checker, tu sais, je t'attendais, puis j'écoutais, je vais regarder, voir si je suis capable de décrypter quelque chose. Mais moi, automatiquement, à chaque fois que j'ai écouté Paquet de choses 2, j'ai écouté Paquet de choses 1. Fait puis là, j'ai regardé le Spotify, puis Paquet de choses... Et comme j'ai l'impression que comme monté vraiment les statistiques. Fait que tu sais, tu fais même alimenter l'original. J'étais comme, je vais comme analyser le texte, tout ça. Moi, ma théorie, c'était, tu sais, paquet de choses. 1, c'est tu deviens d'envie, qu'est-ce que tu deviens pour un paquet de choses que tu contrôles pas. Genre, tu deviens un gars de construction, pas un gars de construction, c'est un paquet de choses. Ben, tu sais, cette tune-là, je me dis, ben, tu sais, les raisons de pourquoi ça c'est là, c'est un paquet de choses, puis je pense que ultimement c'est juste ça que cette tune-là représente, on va dire, dans l'album. Oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ça veut dire que si tu veux résumer à quelqu'un qui veut vraiment comprendre ce que tu viens de dire là, c'est la bonne réponse. Pourquoi je l'ai appelé Paquet de choses 2? C'est pas juste qu'est-ce que je pourrais nommer ça. Mais c'est vrai que quand j'ai écrit Paquet de choses 1, c'est la version rationnelle. Je peux te parler dans la même langue que toi tu comprends. Je peux te parler en chanson, en couplet, en refrain, puis je peux te donner un texte en français ça va projeter une idée que tu vas comprendre. Paquet de choses 2, c'est la version non traduite de ça. Okay. C'est vraiment... Mais c'est la même idée. C'est que des fois, tu as envie de t'exprimer en disant « Là, je ressens ou je vis un paquet de choses en même temps. » Puis là, j'arrive pas à faire un sens avec ça. Paquet de choses 1, c'est ça. Paquet de choses 2, c'est ça. Version 2, c'est la version non traduite. Okay. C'est les couleurs dans ma tête, les sons à l'endroit, à l'envers. Ce que le monde sait pas, c'est... Il y a comme des petites mélodies keyboard dans ce tune-là. Puis t'es comme, c'est quoi ça, ce bruit-là? On dirait que c'est n'importe quoi. On dirait que c'est un paquet de choses. Ce n'est pas n'importe quoi. Chaque mélodie principale de Michael Caine, personne ne sait ça. Chaque mélodie principale de Michael Caine dans chaque chanson est ramenée dans Paquet de choses 2 en version keyboard. Fait que si... OK.
si la ligne musicale de Tiens-moi fort par la main dans le show métal, je l'ai joué au keyboard. Après ça, Élastiqueur, la ligne principale, je l'ai joué au keyboard. Dans Paquet de choses 2, c'est un retour sur l'album au complet en musique également. En plus d'être tout le reste, il y a aussi en même temps les mélodies qui ont existé dans l'album. Puis il existe dans une forme keyboard de comment moi je les ai ressentis, ces mélodies-là. Fait que ça, en plus, le monde n'arrive même pas à comprendre ça parce que vu que ça dure juste comme une ligne, une fois puis qu'elle n'est pas répétée, t'arrives pas à repérer le refrain de vendredi. Ouais. Mais le refrain de vendredi, il est là. Fait que si tu fais jouer la toune à l'envers, là, tu vas entendre le refrain de vendredi. Dans ça, c'est un petit peu comme admettons, tu marches dans la rue, t'as une idée de toune, ben c'est le petit rapport de keyboard, ce serait ça que t'enregistrerais. Ça sonne comme ça dans ma tête. C'est un peu flou, le tempo est pas bien bon. Mais la mélodie, c'est ça. J'ai beaucoup de moi qui m'enregistrent en me réveillant le matin. Dictaphone, la toune que j'ai dans la tête, là, je me réveille avec la toune, tu sais. C'est moi qui m'harmonne, c'est pas clair, là, tu sais. Dans Paquet de choses 2, je voulais que ça soit le plus ça possible. Fait que le next step, ça aurait été de mettre les enregistrements de moi qui m'harmonne les choses à l'envers puis à l'endroit dans tout ça, ça aurait été encore meilleur. Mais là, je l'ai fait en mode keyboard. Parce que, genre, justement, ce que j'ai utilisé comme keyboard dans l'album, il y a une sonorité, je l'ai ramené ça dans Paquet de choses 2. Okay. On parle beaucoup de cette chanson-là, mais je suis content de le faire ici. Parce que c'est dans ton podcast, je pense qu'il y a plus d'espace pour parler de ça. Non, c'est dans d'autres podcasts, le monde aurait fait comme qu'est-ce qui se passe, je comprends rien. Là. Je pense que ça fit avec le Clash. Là. Souvent que le monde qui écoute le Clash ont déjà aussi entendu des entrevues de Jess Fush qui s'entrecoupent. Ouais. Puis, tu sais, une affaire de Michael Caine, aussi une chose que je me suis demandé. Quand tu parles de l'ère Michael, justement, est-ce que la porte est ouverte qu'il va peut-être avoir d'autres trucs? C'est vrai, on a parlé de ça tantôt, puis là, je passe ça, d'autres choses, mais... J'en reviens-tu là-dessus? Non, t'as bien fait. Je suis comme, en plus, on dirait que tu le dis dans les autres entrevues. J'étais comme, posez encore cette question-là, mais là... Donc oui, ça me dérange pas de t'expliquer un peu, mais la porte est ouverte pour nous autres pour réussir à sortir du matériel sur une période de 4 ans à l'intérieur de l'ère Michael. Comment ça va se faire, comment ça va s'appeler? Nous, là, on a encore des morceaux dans le casse-tête qu'on sait même pas comment on va les placer, tu sais. Mais on sait que dans cette période-là, on va l'appeler l'ère Michael parce que ça nous garde la porte que dans 10 ans, quand tu vas vouloir avoir l'ère Michael, là, ça va être possible avec le recul de tout avoir les morceaux, de tout regarder l'œuvre au complet, puis de dire, je comprends l'œuvre au complet, ça inclut les 9 tracks de Michael Caine, mais ça inclut tout le reste. Okay. Il y aura cette possibilité-là, si on se porte dans 10 ans, on va être capable de reculer et enfin de tout comprendre. Okay. Il y a beaucoup de Michael à utiliser probablement dans le concept des titres d'albums aussi. Là. Il y a beaucoup de Michael, mais il y a même, le monde s'arrête à Michael Douglas. Là. Moi, je suis comme, non, t'as pas compris tout ce qu'on a brainstormé sur cette idée-là. Il y a aussi la possibilité que tout ce que j'ai fait avec Alex pour amener à Michael Caine, on voulait aussi que l'album se termine justement avec Paquet de choses 2, mettons, avec une espèce de porte ouverte. J'aimerais ça, moi, que dans les prochaines parties, à la fin, le monde comprenne encore plus pourquoi on a fait ça. Fait que donc, il y a la possibilité pour nous autres de rajouter des éléments, puis à la fin, le monde fasse comme, OK, mais attends, c'est parce qu'il y avait tout ce temps-là, il y avait ça qui était possible. Moi, j'aimerais ça. Mais je peux pas donner tout de suite toutes les réponses. Ça serait plate. Oh ouais. Ça serait plate d'arriver puis de dire, voici 72 tracks avec du lore à l'infini. Ça va te prendre un deck au cégep pour comprendre l'album. One take, tout le monde aurait abandonné. Personne aurait écouté l'œuvre. Ça aurait été impossible. Tu sors pas Dune partie 1 et 2 en même temps, 5 heures de film. Là. Le film Dune 1 et 2 est bon parce qu'il y a un split à mener puis t'as le temps de méditer sur ce que tu viens de faire avec la première partie avant de faire la partie 2. Ça n'a pas de sens. Si ton idée, c'est de faire 5 heures de film, sors pas ça. Le monde n'a pas la capacité d'attention. Mais ça doit être super dur de faire ça comme la personne qui l'a composé. Parce que là, je me souviens plus c'est quel album de Tool que si tu fais jouer telle tune par-dessus telle tune sur le même album et tout. Tu sais, le monde a comme découvert une couple de mois ou d'années après. Le monde a recommencé à le visiter. Ouais. Mais tu sais, imagine avoir une idée de génie comme ça pis t'es comme, faut pas que je le dise, tout ça. Fait qu'en même temps, tu sais, c'est le luxe d'avoir 4 ans de chaque album pour pouvoir bien réfléchir et que ces affaires-là fonctionnent bien. Au lieu de, hey, là, on sort un album, on fait 2 semaines de studio, puis l'album, c'est ça, puis c'est tout. Le lore, il s'installe pas. Les expériences s'installent pas. Si on n'avait pas pris les 4 ans, le père d'Alex serait jamais décédé dans cette période-là. Transfusion aurait jamais existé comme elle a existé là. Ouais. Je pense que c'est ma tune préférée en plus de l'album, avec le côté... tu sais, il y a le côté... pas ska, mais sur les contretemps, mais comme vraiment bien amené à la De Poly. Je sais pas si c'est Rocksteady ou ska, mais sauf que le choix de cette atmosphère-là de guitare, qui normalement amène de quoi de joyeux, avec la lourdeur des textes, puis ça fait comme quelque chose un petit peu de super léger, qui grossit. Fait que ouais, moi, c'est ça, je pense. Toi, ça t'a touché, ça. Ouais. Tu sais, pourtant, je connais
pas personne. Tu sais, moi, personnellement, j'ai pas vécu ça. C'est pas dans ton sauf que le texte, il est comme peut-être aussi moins cryptique que les autres. Ouais. Fait que, j'imagine qu'il y a eu le choix de le faire moins cryptique, étant donné que c'était quelque chose de. Mais il y a un peu, c'est un peu crypté quand même, malgré tout, parce que j'aime ça le faire. Mais mettons, pour toi, ça ment pas sur qui tu es, l'âge que t'as, puis d'où tu viens, que ça te touche. La preuve, c'est que depuis que l'album est sorti, 80% des commentaires qu'on a, c'est des gars de 35 et plus qui viennent vers nous puis qui disent « J'avais un peu skippé le rouge pompier des 8 dernières années, mettons. Mais aujourd'hui, dans ma vie, ce que j'avais besoin, c'est d'entendre Transfusion. » OK. Puis c'est ça les commentaires dans les spectacles, des gars qui pleurent. Le dernier spectacle qu'on a fait à Saint-Honoré, j'ai pleuré avec un gars pendant 10 minutes, bras dans les bras. Parce que lui, cette chanson-là, puis une autre chanson, ensemble, ça lui a sauvé la vie, ça lui a fait... Il avait l'impression d'être entendu. C'est la première fois qu'on s'adresse à nos fans qu'il y a autant une réaction humaine et personnelle, mais ça l'a touché un public cible très niché, mais qui se donne la chance de s'ouvrir vers nous. Le dernier show qu'on a fait à Saint-Raymond-de-Portneuf, pendant une chanson, il y a un gars qui est venu me prendre dans ses bras. Ah ouais. Tu sais, comme... Lui, il était comme, Rouge Pompier sont accessibles. Je m'en calisse qu'ils ont des 100 ici. J'ai besoin de faire ce geste-là. Pendant cette chanson-là. C'est un dude, comme toi puis moi, avec une barbe, là, qui est toute seule, là, qui pourrait avoir de l'air un peu, tu sais, je veux pas avoir de la niaiseux, nanana. Il foule ses émotions. Il a perdu tout le filtre. Ouais. Il s'est garoché sur moi, tu sais. Puis moi, j'étais comme, là, avec Rouge Pompier, on a réussi quelque chose qu'on n'avait pas réussi avant, c'était de parler à ces gens-là, puis qu'eux autres viennent vers nous avec une réponse. Des fois, on leur parle à nos fans, mais ils gardent ça pour eux, tu sais, ça les touche, ils sont contents, mais là, on a quelque chose que physiquement, ils nous écrivent, ils nous disent, là, il y a quelque chose qui s'est passé pour telle et telle raison. Transfusion, c'est pas juste si t'as vu, par exemple, ton père mourir, ton grand-père passer à travers une leucémie, ça se peut que ça te touche. Mais c'est parce que tous les gars qui ont 35 et plus sont capables de se dire un jour ça va être à mon tour. J'aurai probablement un cancer ou quelque chose, puis je vais voir la fin approcher. Et je devrais dire adieu pendant cette période-là à toutes les choses, sans jamais savoir exactement c'est quand la fin, mais commencer mes deuils devant tout le monde. Faire semblant que ça va bien quand ça va pas bien. Rassurer les gens que t'aimes, puis leur dire je suis malade, je vais mourir, mais faites-vous-en pas pour moi, ça va bien aller. Ça prend du courage, faire ça, tu sais. Ben, ça amène à c'est tout ça qu'on va faire aussi. Moi, quand j'entends des affaires de même, je me dis, c'est sûr que je vais chialer, je vais me plaindre, je vais être désagréable, mais en même temps, tu fais comme, ben, peut-être que c'est pas ça la bonne affaire à faire, tu sais, justement, d'être, on va dire, entre guillemets, poker face, d'être courageux, puis de pas laisser savoir au monde que t'aimes, qu'à chaque minute que t'es avec eux, c'est pénible, c'est désagréable, mais que tu veux, à l'inverse, leur montrer que, tu sais, chaque seconde compte, pis c'est le fun, tu sais. C'est ça d'être dans le moment présent, puis d'être dans l'espèce de « Ah, là, aujourd'hui, je suis dans le positif, puis dans le bien-être », quand c'est la fucking fin. Puis qu'il y a de la douleur. Il y a de la douleur. Et que si t'as pas une transfusion cette semaine, la douleur est amplifiée fois 1000. Ouais. La transfusion ne fait que te prolonger pour peut-être une semaine de plus. C'est vraiment touchant pour l'être humain parce que ça nous rappelle l'humilité qu'on doit avoir avec à la place qu'on a dans le monde, l'impact qu'on a. Tous les milliardaires devraient fucking passer à travers cette épreuve-là pour un moment donné avoir une perspective sur... Justement, c'est Boucardiouf qui disait, c'est quoi la valeur? Quand on dit que ce gars-là vaut des milliards, non. Il vaut 2 piastres, ce gars-là. Le jour qu'il va pogner une leucémie à 65, là, puis qu'il va se faire apprendre qu'il n'y aura pas sa retraite équivalente, ce gars-là vaut fuck all. Oh ouais, fuck all. Moi, je pense que ça, c'est important, ces émotions-là, ces mots-là. On a eu la chance de faire une bonne chanson qui parlait de ça. Le monde l'a aimé. J'étais content de pouvoir parler de ça. Mais ça aurait pu que la musique puis la mélodie soient plates, mais que ça parle de ce sujet-là. Puis là, on aurait mis la toune de côté. Mais là, je suis tellement content. C'est un bullseye. Ça veut dire que la toune était bonne, le monde aimait ça. Puis là, ça nous a permis de la mettre sur l'album dans un contexte qui est vraiment, vraiment réel. On n'a pas inventé l'histoire. Pendant qu'on écrivait l'album, tu sais, moi, Alex puis le père d'Alex sont allés voir Paul McCartney ensemble. C'était tellement un beau moment parce qu'Alex, il tripait ses Beatles à cause de son père. On a vu Paul McCartney ensemble. Puis là, soudainement, son père prend sa retraite, puis il apprend, genre 2 semaines après qu'il y a une leucémie qui reste pour 6 mois. Là, on a vécu ça pendant qu'on tapait l'album. Là. Mais Alex, lui, là, il a projeté l'histoire de son père sur lui, puis il s'est vu, lui, vivre éventuellement ce que son père vivait. Puis il me parlait de ça. Je ne pouvais qu'être dans l'écoute, mettons,
Puis après ça, moi, me transférer aussi dans cette histoire-là. Quand il est venu le temps d'écrire le texte, j'ai chialé, là. J'ai pleuré ma vie, là, tu sais. Là, aujourd'hui, quand je l'ai fait en show, le dernier show, je l'ai fait en pleurant. Je pouvais pas m'enlever du texte, tu sais. Un moment donné, je vais devenir peut-être plus à distance, là, tu sais. Ça va arriver, ça va s'installer. Mais cette chanson-là, je pense que pour toi, si ça t'a touché, t'es pas le seul. Il y en a plein que ça a touché, mais ça nous a touché nous autres aussi. Puis là, ça veut dire que là, on a la chance, comme la chanson Autobus, d'être devant le public puis de partager un moment vulnérable ensemble. Puis là, le monde, ils vont dire « Chris, cette bande-là, tabarnak, c'est pas juste genre ils nous divertissent, c'est on vit des vraies émotions avec eux. » Puis enfin, on peut faire quelque chose à 40 quelques années, là, qui est pas juste partir un band, avoir des patchs puis de la merch, avoir un site web, un bandcamp, puis dire à tout le monde « Boum, notre album est sorti. Ah ouais, » Ça, là, tu sais, ça, se détacher de cette affaire-là qui est avoir un band, puis se partir une famille, puis essayer d'avoir de la validation avec ça. Man. Surtout en plus avec le attention span de l'auditeur. Tu mets un album sur Bandcamp, tes chiffres sont dans le tapis après une semaine, puis ça chute de 80% la deuxième semaine et tout. Fait que... C'est l'affaire la plus triste dans notre industrie, c'est qu'on a commencé à se valider pour une semaine dans nos vies, puis se sentir vide après. C'est impossible que la musique en soit rendue là. L'attention span est tellement rendu là que les bands se partent un band, ils font des shows, peut-être des tunes, sortent un EP, 2 semaines après, tout le monde s'entorche parce qu'il y a tellement d'affaires. Puis là, le band se sent vide. Ils sont comme... T'as travaillé fort What's pour next? ça, c'est fini, là, tu sais. Ça fait comme des mois, des années que t'enregistres un album, que t'es composes. T'es super fier de le sortir, puis ça meurt après... C'est tellement triste. Après une semaine, tu sais. Puis même si tu fais une tournée québécoise avec tout ça, tu sais, tu vas avoir des petits soubresauts comme selon dans les villes où tu vas aller et tout, mais tu sais, le monde, il y a déjà eu... Puis, je dis ça, mais moi, depuis 3 ans, je compile toutes les sorties de punk rock et punk rockish annexées au style. Puis, il y a 2 ans, il y a eu, je pense, 175 artistes ou bands différents qui ont sorti de quoi. L'année passée, je pense que c'était presque 200. Puis là, cette année, je sens que ça a baissé là, un peu, tu sais. Fait que, imagine qu'à tous les 2 jours, tu tripes juste sur le punk rock, juste sur le punk rock québécois, puis t'as un artiste qui sort de quoi 2 jours. Mais là, si tu commences à écouter genre du punk américain puis tout, là, oublie ça, si l'album t'accroche pas dès le début, puis ça devient pas un album que tu veux écouter à tous les jours non-stop pendant des mois, tu vas voir le band en show, mais tu réécouteras plus l'album. Tu vas l'écouter un petit peu avant d'y aller, mais c'est vraiment crève-cœur là, pour tout ça. Tu sais, le sentiment d'avoir trop mangé quand t'avais vraiment faim, puis là, tu vas au restaurant, puis là, tu te commandes, mettons, une grosse poutine avec un burger, puis toute la kit au complet. Puis quand t'as fini de manger, t'es comme, j'en veux plus, là. J'ai plus faim, là. Il y a un philosophe qui disait, la vie oscille comme un pendule entre la souffrance et l'ennui. OK? T'as faim. Là, tu manges. Puis après ça, tu t'ennuies, là. T'es comme, j'en veux plus de bouffe, là. J'en veux plus, là. OK? Là, tout ce que tu veux, c'est digérer, là, tu sais. Bon. Quand t'es dans un band, tu vis le même genre d'espèce de step. Puis quand t'es quelqu'un qui écoute la musique, c'est la même affaire. Là, j'écouterais un bon album de punk rock. Là, t'en trouves un que t'aimes, tu l'épuises à fond. Là, t'en veux plus de ça. Là, t'es tanné, tu l'as écouté, tu veux d'autres choses, OK? Là, ça crée, aujourd'hui, avec, justement, la technologie, là, c'est parce que là, tout ça est accéléré. On se sent de plus en plus vide. On a besoin, en tant qu'artiste, de moins avoir comme objectif de se valider avec la réponse du public par rapport à un album qu'on va sortir, parce que ça, là, c'est très, très rare. Ça, c'est comme espérer gagner à la loterie, là. Puis se dire, je vais me sortir de la merde quand je vais gagner à la loterie, tu sais. On peut plus faire ça. Il faut que tu trouves à tous les jours le bonheur qui existe dans ta vie à toi. Là, dans Rouge Pompier, on a trouvé ça. C'est-à-dire que nous, en instaurant un processus de 4 ans, c'est impossible pour nous autres de commencer à essayer de se revalider avec quelque chose pour comme passer le temps. L'idée, c'est dans 4 ans, le prochain album. Ouais. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aimer écrire des chansons dans le moment présent, puis de se satisfaire d'avoir écrit une nouvelle chanson juste pour nous. C'est juste ça qui est important. Quand ça sort, si le monde aime ça, tant mieux. Si on fait transfusion, puis que le monde soit touché, puis que ça reste dans le catalogue, tant mieux. Mais ça ne peut pas être ça l'objectif. Ça peut pas être ça le endgame. J'ai lu un livre, ça dit, tu le finiras pas le jeu. OK? T'as 4000 semaines dans ta vie, là. OK? Tu rencontreras pas tous les êtres humains, tu causeras pas toutes les filles, t'auras pas eu tous les jobs, tu finiras pas tous les jeux vidéo, t'auras pas goûté à toutes les sortes de spaghettis. Tu le finiras pas le jeu. Le jeu est infini. Si tu penses que tu le finis, il y a des nouveaux tableaux qui vont arriver. Fait que t'auras jamais cette satisfaction-là. La seule chose qui te reste à faire, c'est de
jouer au level dans lequel t'es maintenant puis d'apprécier ce level-là. Il y a quelqu'un au bureau avec qui on travaille qui ne joue que à Tony Hawk puis qui fait juste essayer de battre son propre score dans le même tableau à Tony Hawk depuis des années. OK? Moi, je trouve ça beau. Moi, je fais comme... C'est parce que la personne, là, ce qu'elle essaye de faire, c'est, mettons, juste s'amuser dans ça. Au lieu de finir toutes les Tony Hawk puis de se sentir vide après d'avoir fini tous les jeux. Tu peux pas, dans ton band, avoir le feeling d'avoir fait tous les festivals, d'avoir fait rencontrer tous les fans. Ça n'a pas de bon sens. C'est un jeu qui se finit pas. C'est un puits sans fond, pour nommer les vulgaires. Puis je pense que musicalement, il faut qu'on se recule complètement de ce désir-là de finir le jeu, puis qu'on accepte de plus en plus d'être dans le moment présent, puis fuck le reste. Ouais. Non, c'est bien dit parce que c'est comme ça, c'est toutes des affaires que ça ramène la transfusion aussi. Une des affaires que ça m'a fait réfléchir parce que, bon, il y a pas longtemps, j'ai demandé des trucs à ma job parce que j'étais insatisfait de certaines affaires. Puis là, on va dire avec la pandémie, le coût de la vie, puis tout ça, à un moment donné, tu fais comme, pourquoi qu'on fait tout ça? Puis, on parlait d'angoisse tantôt. Je fais comme, c'est un cycle sans fin d'angoisse de, OK, tout coûte cher, mais il faut que je continue à travailler. Puis là, je suis stressé, je fais de l'angoisse. Puis là, j'ai commencé à me dire, hey, pour vrai, là, pourquoi je mets des REER? Ouais. Pourquoi je mets un CELI? Bon, OK, j'ai des kids, fait que ça rationalise que tout ça va les aider éventuellement s'il y a quelque chose de grave qui arrive. Mais quand que je stresse pour faire le podcast, disons, ça m'est arrivé de faire, je sais pas si j'ai déjà parlé au podcast, mais quand j'ai fait mon 100e épisode, mon groupe enregistrait le premier EP. J'organisais le 100e épisode live au Brouhaha. J'avais Guillaume, Newdy, puis les vulgaires qui venaient. Fallait tout que genre, tu sais, une crise d'angoisse, mais comment je l'ai vécu, là. J'étais un dimanche après-midi, quand je faisais rien, j'angoissais en ce moment, je perds mon temps, j'avais le souffle-court, on dirait que le cœur voulait me sortir de la tête, j'étais quasiment en position fétale, puis je bougeais, là. Puis là, je me dis, c'est pas pour ça que tu fais le podcast, tu sais. Justement, profite-en, tu sais, profite des discussions que tu as avec le monde comme ça. En plus, quand quelque chose de même te stresse, tu es censé l'avoir pour le fun. Moi, je sens que ça se répercute et que mes enfants catchent que j'ai moins de patience. Ouais. Que comme, tu sais, je pogne plus les nerfs, des affaires comme ça. Fait que d'avoir eu des crises d'angoisse, ça me ramène tout le temps à est-ce que je donne une bonne image à mes enfants de, tu sais, si t'as une passion, faut qu'elle soit le fun, tout ça, et non qu'elle te fasse stresser, puis que, tu sais. Fait qu'il y a tout ça qui revient en forme de, tu sais, en réflexion. Ouais. Surtout que tu le sais que ça se peut, là. Genre, je pense que c'est une personne sur deux qui pogne un cancer relativement grave, comme avant 60 ans, là. Puis c'est pas plus. Fait que tu fais comme... Souvent causé par le stress. Ouais. Souvent le stress. Ouais. Puis, tu sais, Jean-Pierre Ferland, là, ils vont peut-être en parler à la disque pis tout, là, mais tu sais, quand une légende comme ça décède, il va peut-être avoir un parc à son nom ou des affaires comme ça. T'as beau laisser la trace la plus marquante culturellement. Le monde va chanter tes chansons et tout, mais quand tu meurs, t'es oublié, entre guillemets, là. Tu sais, faut pas que tu penses que tout ce que tu fais a une importance, que si t'échoues là, que après ta mort ou avant ta mort, il va avoir une influence. Non, comme on est des grains de sable là, dans le désert. Même la plus grande légende de tous les temps, c'est ça. En plus, John Lennon est mort ça fait longtemps, puis aujourd'hui on est capable de recréer sa voix en intelligence artificielle. Fait que lui, là, peut-être que dans les années 70, il se disait, moi je vais avoir laissé ma trace, mettons. Ouais. Il pouvait absolument pas s'imaginer comment le monde allait changer, puis comment cette trace-là allait peut-être même être oubliée par des enfants qui vont jamais savoir vraiment qui était John Lennon, tu sais. Fait qu'il faut être capable d'être zen avec l'idée que même si aujourd'hui on a l'ego qui nous parle, puis qui nous propose de justifier notre présence sur la planète. Puis on est comme, je veux pas être oublié. Toutes ces angoisses qui sont reliées à ça. Il faut jamais oublier que il y a quelqu'un qui nous a appris, quand on était petit, qu'il fallait avoir un impact. Genre, c'est la société qui nous amène à penser ça, genre. Le chemin tracé de, tu sais, avoir des bonnes notes à l'école, trouve-toi un job, tu sais. Et un impact, bon. Mais une bonne personne, les nihilistes diront tout ça est inutile. Ah ouais. Complètement inutile. Il y a bien plus de gens qui sont morts dans l'histoire de l'humanité que de gens qui vivent. Là, on s'entend. Tout le monde se contre-torche de qui était Georges en 245 dans ce qui était à l'époque la Serbie ici. Là. Ah ouais. Tout le monde s'en contre-torche. Mais peut-être que cette personne-là, à l'époque, son ego était comme, je veux devenir comme un empereur, là, genre. On les voit, les histoires d'empereurs, là, tu sais.
quand tu regardes l'histoire d'Empereur ou de Pape, les gens qui ont visé la performance puis l'espèce de... Ces gens-là, aujourd'hui, on finit quand même par s'en contre-torcher. Ouais. Mais je veux dire, ils ont eu un impact, on en parle dans les histoires, mais je veux dire, personne ne s'est dit une chance que cette personne-là existait. Ouais, c'était fou. Là, ça devient anecdotique. Là. Tu name drop quand tu te souviens de l'affaire dans sa vie qui a marqué le plus de gens, que ce soit négatif ou positif. Souvent, c'est comme des affaires négatives ou un fun fact drôle. Souvent. Mettons, Dollard des Ormeaux, là, c'est un gars que son nom il est connu, mais c'est un patriote qui a explosé avec son propre canon. Il a touché son baril de poudre, puis ça a pogné une branche, puis ça a tombé dans le... Ouais. Mais moi, je me dis, ça, là, c'est autant valide que la personne que personne ne va jamais avoir entendu, qui va avoir vécu sa vie. Je pense pas qu'il faut commencer à donner de l'importance à ceux qui performent à être l'être humain qui finit le jeu. Parce que ça, c'est un puissant fond. Tu finis par devenir un empereur, puis quand même être triste. Je suis allé voir le film sur Napoléon. Okay, ouais. Mon Dieu, ce gars-là, il finit sur une île toute seule, triste d'avoir été Napoléon. C'est Christ, t'as été un des plus grands empereurs, t'as tué tellement de monde, puis t'as vécu tellement de pays, puis t'es encore insatisfait. Il n'y a pas de fin, le jeu se finit pas. Ouais. Fait que si tu penses que dans ton band de punk rock au Québec, tu vas finir le jeu, de faire toutes les shows, de faire tous les albums, oublie ça. C'est pas défaitiste, c'est pas négatif, c'est réapprends à apprécier d'être un artiste pour aucune bonne raison. Puis après ça, tu vas voir que tu t'en contre-torches de combien de likes que tu as sur un post que tu vas faire. Si tu as des victoires, tu peux les célébrer, c'est correct. Je dis pas tout vaut rien. Ce que je veux dire, c'est il faut que tu te détaches en premier lieu des résultats. Puis si tu as des résultats, tant mieux. Fait que dans ton travail à toi, combien de temps dans ton travail de te demander pourquoi je mets des REER? Les REER, c'est une récompense si tu t'es comporté de la bonne façon puis que ça a bien été dans ta vie. C'est une récompense, tu vas avoir de l'argent pour ta retraite. Mais ça ne peut pas devenir ça le but du jeu. Non, c'est ça. Mais... Genre le point quand tu joues à Tony Hawk, là, c'est pas grave si tu frappes pas le million. Là. Le REER, tant mieux. C'est une belle fierté. Mais si tu es capable de vivre à tous les jours puis que tu meurs à 64 parce que tu as pogné une leucémie, faut que tu sois quand même content de ce que tu as fait. Faut pas que tu penses à je vais pouvoir finalement toucher ce cash-là quand j'aurai 68 ans. Moi, dans ma tête, c'est comme ce cash-là, je ne le toucherai jamais. Puis anyways, tu sais, t'as beau comme avoir des planifications de voyage ou des grands projets. Tu sais pas ce qui va se passer, c'est aussi bien de le faire là en ce moment puis de pas stresser sur les affaires que tu es censé apprécier en se sentant coupable ou des choses comme ça, tu sais. Moi, en plus, je suis la mauvaise personne de parler de ce sujet-là parce que je suis la personne qui essaie tout le temps le plus par défaut de quand j'étais un kid de vouloir performer dans tout. Je suis bien fier de dire que j'ai fait 178 vidéoclips. Pourquoi? Parce que Maxime Giroux, qui était un réalisateur de vidéoclips, en avait fait 80. Puis dans ma tête, à moi, je m'étais dit, je serais jamais bon tant que j'en ai pas fait au moins 80. Puis à un moment donné, j'ai écrit à Maxime Giroux. J'ai fait, juste à dire, Maxime, je sais que toi, t'en as fait à peu près 80. Là, je suis rendu, mettons, j'y avais écrit pour dire, je vais bientôt avoir 80, puis c'est une fierté pour moi d'avoir fait ce que toi t'as fait, puis je te prends comme t'es mon mentor, mettons. Puis il était comme, wow, tabarouette, tu sais, puis on avait parlé un peu. Un moment donné, j'étais rendu à 150, j'ai écrit, j'ai dit, Maxime, je suis rendu à 150, puis j'ai encore un grand sentiment de vide. Puis lui, il était comme, moi, j'ai arrêté de faire des clips à un moment donné, parce qu'il était comme, je les tournerai pas tous les clips, là. Même si Maxime Giroux avait catché ça avant moi, là, il a arrêté à 80. Moi, si je suis là à 178, peut-être qu'un jour, je vais réussir. Mais ça, c'est quelque chose que... Parce que, on va dire, c'est aussi, on va dire, ta job, en guillemets. Tu réalises beaucoup de clips. C'est quoi, c'est... Tu as lu 37 Super Kicks? OK, c'est ça. Est-ce que, outre les vidéoclips, tu as déjà pensé tourner court-métrage, long-métrage, ou toi, tout le côté cinématographique était 100% axé sur les vidéoclips, puis c'était ça que tu voulais faire? J'en ai tourné un court-métrage, je l'ai jamais fini. OK. Mais il est tourné, ça fait genre 6 ans, avec des vrais acteurs, toute la kit, je l'ai jamais fini. Fait que tu sais, il y a du monde qui sont comme ce gars-là, il est tout le temps en train de performer, et boy non. Si tu savais, ce court-métrage-là, c'était une bonne idée. Puis là, après ça, pour une raison X, mon cerveau s'est mis à off. J'ai commencé à faire d'autres choses. Là, j'ai procrastiné ça. Là, je suis rendu 7 ans plus tard. Les acteurs ont vieilli depuis. Là, on dirait que je suis gêné de le sortir, puis que les acteurs sont genre 7 ans plus jeunes. Tu vois que ces acteurs-là, ils sont rendus ailleurs et connus aujourd'hui. C'est comme, c'est-tu lui que je reconnais comme pas trop? Peut-être qu'il y en a un de ces acteurs-là qui va devenir tellement une superstar que là, je vais dire, moi, j'ai un court-métrage que personne n'a jamais vu. Là, ça serait malade. Ouais, j'ai fait un peu de... J'ai fait ça. Ben, c'est comme... Yeah, je voulais l'essayer. J'ai passé à d'autres choses. Je l'aurais pas fini le jeu de faire du court-métrage. Pas grave. Aujourd'hui, c'est pas une idée qui te donne que t'aurais le goût de refaire encore. J'ai absolument le goût de refaire ça. Okay. Mais il faut que j'accepte que dans ma vie, j'ai d'autres choses. Là, je vais jouer au jeu dans lequel j'ai besoin de m'occuper. Puis les autres jeux auxquels je pourrais jouer, j'y jouerai si j'ai du temps. C'est ça, les leçons que moi j'ai dans ce nouvel album-là de Rouge Pompier, là, c'est des leçons pour moi. Là. On s'entend, là. Après ça, tant mieux si ça touche les autres. Là. C'est beaucoup moi qui me parle à moi. Là. T'sais, ou Alex et moi qui nous parle à nous-mêmes. Il y a ça. Là. Y a-tu...
on va dire, au niveau reconnaissance quelconque, d'appeler ces albums des noms d'acteurs et tout, est-ce que vous avez déjà eu des feedbacks? Parce que pourquoi je me suis demandé, c'est que Michael Caine, c'est la première fois qu'il y a le visage d'un des acteurs dessus. Fait que est-ce que ça l'a pas, tu sais, j'imagine que tu as le droit. En plus, c'est assez modifié la photo, qu'il n'y a sûrement pas d'affaire de droit d'auteur, mais est-ce que vous avez eu des feedbacks d'un des 4, tu sais? Mais premièrement, c'est une des premières fois que tu te trompes dans ton podcast, je suis fucking content. Okay, attends, mais moi, c'est ce que je pensais que c'était sa pochette au début. Non, mais tu l'as, la pochette. Là, je pensais que c'était Javier Bardem. Ah oui, ok, ouais. Non. Okay. Ça aurait démarré que ce soit même pas sa face sur l'album. Bon, quand le monde. Tu sais qui, c'est donc Michael Caine, il check la face. Je pensais que justement, je t'avais comme pris finalement, puis comme, j'ai trouvé un histoire. Non, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a un visage d'un de nos acteurs sur nos pochettes. Fou, hein? Je serais très content. Parce que Kevin Bacon, il y a les H. Ouais, mais dans les 2 H, il y a la face de Kevin Bacon. Okay, ouais. Il y a la forme de sa face avec ses cheveux pis tout. Très, très, très content de ces easter eggs-là. C'est Depuis le jour 1 qu'on fait des affaires de même, puis même toi, t'as pas vu ça, je suis très, très fier. Mais oui. Le pire, c'est qu'il y avait des t-shirts qui mettaient ça plus en évidence. Non, les t-shirts n'avaient pas la face de Kevin Bacon, c'est juste sur l'album qu'on a mis la face de Kevin Bacon. C'est le même logo sans la face, ces t-shirts. Ah, ok, c'est pour ça le mix, ok. Ouais. J'ai été berné. Berné. Très, très fier. Mais là, j'ai plus de secret, je t'ai tout donné. Ah, c'est ça? Non, on avait fait ça pour Kevin Bacon. Après ça, on a arrêté pour les 2 autres. Non, c'est ça, je voulais pas tant que ça soit prévisible. Quand on en a parlé avec Sam Murdoch, le Master of Pochette, j'ai vu qu'il a fait Les Goules, Corias, tout ça. À la Claire Ensemble, il a fait des gros albums. Lui, c'est fucké son affaire un peu, là, parce qu'il a son propre label. Fait que, mettons, 7e Ciel est pas intéressé à sortir tel album. Lui, il sort l'album sur son label, c'est ça qui est fou, genre. CP 572. C'est ça, exact. Ah non, ça c'était. Man, ça, si tu pouvais avoir un podcast avec Sam Murdoch, prépare-toi 4 heures. Ben, je suis tombé sur son site, puis la liste, là, c'était long, là. Tu comprends. C'est comme on dirait quasiment un fichier d'os, là, que c'est juste genre de l'écriture en liste, là, c'est fou. La fin de l'humanité, là, c'est toi puis lui qui se parle. Après ça, tout implose, man. C'est écœurant, genre. Ça serait malade. Qu'on n'a plus rien à se dire, ça fait. Tout ça c'est ça. Le Big Bang revire de bord. Tout, ça va être malade, ça. Donc, lui, on lui a demandé de faire on était supposé travailler avec lui pour Neve Campbell. Finalement, non. Là, on a eu de la chance, plus de temps. Il a fait cette pochette-là. Puis on parle beaucoup de la pochette, lui puis moi ensemble, beaucoup, parce qu'on a un peu l'impression, vu qu'il y a un label puis des bands puis tout, d'être, on dirait qu'on est à la fin d'une époque avec l'intelligence artificielle puis tout ça, de l'espèce de craftsmanship de faire un album. Lui, il est très fier de encore être dans l'œuvre un peu analogue, tu sais, mais on est fasciné par la technologie, fait que c'est une conversation un peu genre, quand on en parle, lui puis moi, on essaye de tout apprendre sur le futur, puis on essaye, quand on fait des affaires, de rester dans l'œuvre, là, tu sais. Mais lui, il a proposé de mettre la face de Michael Caine. Nous autres, on était comme, why not? Mais après ça, à cause que c'est l'ère Michael, on a eu une idée. Puis là, on était comme, ok, parfait, on fait ça à cause que dans l'ère Michael, c'est ça. Pack. Fait que là, tous les morceaux sont pas encore tous dévoilés. Mais ce qu'on propose avec la pochette, c'est comme le morceau numéro 1. T'sais. Ok. C'est ça, pour rien spoiler, mais j'avais mes théories avec le côté jaune, comme quoi, tu sais, l'auréole peut changer facilement de couleur ou de forme et tout. Okay. On a déjà fait un peu, les membres Patreon, là, leur t-shirt, le côté jaune est comme pétillant avec des glitters dedans pour identifier qui sont des élites ou pas. Ah ouais? Fait qu'il y a du monde dans les shows, on le voit, si ça flash dans le noir, on est comme, lui, c'est un membre élite. Okay, parce que la peinture est différente. C'est pour ça que dans le Bandcamp, tout le monde est nommé genre comme colonel, capitaine, puis tout ça aussi. Ah ouais, tout ça est un tout. Ouais, ok. Puis c'est ça. Peut-être que quand on va mourir, moi puis Alex, un jour, quelqu'un fera une thèse là-dessus, puis se dit, c'est des malades, ces deux-là. On verra. Ouais. Hey, mais là, je sais, parce que là, je vois que le temps défile, puis que j'ai tellement de micro-questions sur... Je vais essayer de répondre vite, je te promets. Mais c'est correct, parce qu'en même temps, moi, quand je finis pas toutes les questions que j'ai, je sais que des invités comme toi, je peux les avoir comme plein d'autres fois dans mais l'autre contexte. C'est ça. Mais je vais essayer d'être concis, je te jure, je te le promets, Tu vas pouvoir faire des 30 secondes dans le short, là. Ouais, c'est ça le défi. Mais non, mais c'est pas grave, l'important, c'est l'information et le fait de savoir que cette réponse-là a jamais été dite dans d'autres podcasts. Yes. Je suis quand même surpris parce que il y a beaucoup de questions sur Extérieur, mais il y en a très peu de autres que super génériques. Tout le monde pose tout le temps les mêmes questions, j'ai l'impression. Une affaire, parce que j'ai essayé de retrouver, j'ai trouvé comme des images de ACC TV en 94, de la pochette et tout. Ouais. Fait à ce moment-là, c'était les tout débuts. Vous aviez genre 13 ans-ish à peu près. Oui, 13-14.
ACC TV, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que je trouve là-dessus, c'est comme une télé communautaire à Austin ou à Brazzaville. ACC TV, c'est appelle ça comme tu veux. Ah, ok, bon, c'est cool, parfait. Tu sais, le classique band qui n'a pas un nom pour l'album puis qui appelle ça les Greatest Hits quand c'est leur premier album. For a Name. Ouais, c'est ça. Enfin, nous autres, on avait appelle ça comme tu veux. Okay. ACC TV. Parfait. Parce que l'affaire, c'est que je voyais en plus qu'il y avait comme des petits cartons. Fait que là, je me disais, c'est une affaire optique, ça rapport à la TV. Puis là, je me disais, il voulait étudier comme en enregistrement de vidéoclip et tout. Okay. Non, la TV est vraiment pour tu veux. Il y a quelqu'un récemment dans un show qui est arrivé avec une des 150 cassettes qu'il a achetées sur Discord. À genre, je sais pas combien il a payé ça, genre. Il y avait comme la cassette numéro 12, là, tu sais, genre. Puis il est arrivé avec ça. Puis j'étais là. Tabarnak, ça c'est malade, là, tu sais, genre, ça c'est un move très toi, ça, d'arriver puis de dire, moi je sais non seulement que vous avez fait une cassette, j'ai réussi à en trouver une copie, là, tu sais. Si je deviens millionnaire, là, moi, de devenir un milliardaire comme trou de cul qui se fout moi, je vais juste acheter des espèces d'affaires par rapport de même, je vais partir un musée du punk québécois qui va avoir peut-être une visite par le show pour voir justement cette cassette-là. Ah, t'en parleras avec Patka, il a essayé le musée avec des affaires rares comme ça, puis je te jure qu'il il a vendu l'autobus d'ailleurs cette semaine et tout. C'est ça, exactement. Mais bon, qui sait, moi je le fais pour la postérité, puis qu'un jour, si quelqu'un veut savoir des informations, on peut comme écouter mon podcast si c'est encore disponible. Puis d'ailleurs, dans un premier remerciement, tu remercies Dieu. Puis tu parles au passé simple, all the way. C'est super bizarre, je t'envoie. Je sais pas si tu l'as lu, mais j'étais comme. Tu vois que c'est des équipes qui ont voulu faire ça professionnel. Je me souviens pas d'avoir lu les remerciements, mais je me souviens que dans la cassette, on avait tellement fait de fautes, on avait déjà tout imprimé, qu'on a rajouté un insert qui disait by the way, on s'excuse pour les fautes. On s'excuse pour les fautes. Attends, je pense que je l'ai ici. Puis pour les erreurs de voix. Tu t'excuses même pour qu'est-ce qui est déjà ça le cul. C'est après, on fait de la cassette, on est comme, on peut pas sortir ça de même. Faut quand même dire au monde qu'on était au courant que c'était poche. On l'a fait tout. C'est pourri. C'est l'inverse de ce que tu fais aujourd'hui de garder des affaires cryptiques. C'est ça, non, d'en face au premier degré, ouais. Puis, mais à ce moment-là, tu sais, est-ce que tu faisais des. Moi, Montreal Concert Poster Archive, c'est rendu comme une de mes nouvelles bibles et tout. Ouais. Puis, extérieur, j'ai l'impression que, avant que Vous êtes si sorte, vous étiez pas un band qui était comme à toutes les 2 semaines à l'X ou des choses comme ça. Est-ce que vous étiez vraiment un band que quand Vous êtes ici est sorti, là, vous avez vraiment commencé à jouer en public? Ou... Bizarrement, non. Avant Vous êtes ici, des shows au Jailhouse, des shows au Fouf, des shows à l'X, justement, il y en a eu, là. Il y en a eu plein. Là, toute la période 2000 à 2002. Et qu'on a fait des shows dans des places indie, parce que moi, j'étais au cégep, j'avais ma compagnie de prod de shows, puis je produisais des shows partout à Montréal, dont mon propre band. Infection Production. Exactement. J'en ai tellement fait des shows punk, comme tout le monde fait aujourd'hui, comme aller faire des shows trackside, là. Moi, je faisais ça, là, avec mon propre band extérieur, mais cette band-là, là, on était mixés dans des soirées vraiment punk, avec des bands punk, ska, hardcore. Okay. Christy, à cause de la musique, le monde était comme... on faisait moins partie d'une clique, là, tu sais. Fait que c'était difficile pour moi parce que j'avais la mentalité c'est moi qui bookais les shows, mais mon propre band, ça sonnait comme trop rock alternatif. C'était difficile de faire partie d'une clique et d'être considéré. Mais j'ai lu le livre, comment il s'appelle, Macadam, le livre de punk rock, là. Ouais. J'ai lu ça, puis il y a des mentions d'extérieur là-dedans, fait que j'en suis quand même un peu fier. Mais reste que c'est vrai qu'on avait eu de la difficulté à être accepté dans un milieu que moi j'écoutais. Puis que je participais au show, tu sais. Parce que j'ai vu que, tu sais, il y a un featuring de OK Volca dès comme Vous êtes ici. Fait que là, j'étais comme... Même ça, le fit, c'était comme bizarre, mais je me dis non, il devait faire des shows. Tu peux pas juste être un band que personne connaît, écrire à quelqu'un et dire veux-tu faire un featuring? Le monde va faire je sais pas, tu sais, je veux pas m'embarquer dans quelque chose que je connais pas puis que ça pourrait être de la merde. J'étais tellement connecté avec la scène locale, j'étais tellement fier. Toutes les shows que je faisais, c'était une contribution volontaire. J'ai rencontré les gars d'Hockey Volca parce que avant ça s'appelait Hang Up, c'était un band de punk rock skate là, tu sais, de Saint-Jean qui avait fait plein de shows avec Sub puis tout ça. Moi, je tripais sur leur band, je les ai bookés dans plein de shows puis quand il est venu le temps de faire l'album, tu sais, Alexis on Fire, c'était super connu. Mélanger le clean avec le scream, c'était quand même quelque chose qui existait. Puis moi, j'ai dit à Louis, viens-t'en faire ça. Puis c'est lui, là, que quand on est en studio, puis il commence à chanter de Bonhomme Satan, on était comme, oh, Chris, on tient de quoi, tu sais. Puis aujourd'hui, 20 ans plus tard, ça fait parler en tabarouette, là. Ouais, beaucoup. Mais c'est parce que le monde a vu le côté commercial. Fait que, on dirait que c'était pas possible dans leur tête de réfléchir, y a-tu un petit côté DIY punk rock avant ça? Mais mon Dieu, que c'était DIY punk rock, là, cette bande-là. Là. Moi, tu sais, comme, autant que Whippet a rayonné, je m'en souviens même à l'époque, et encore aujourd'hui, je fais comme, il y a tellement d'affaires bizarres de même, tu te dis, t'as Bonhomme 7 heures, t'as Campanile, je fais comme, man, c'est des solides tunes. Tu sais, Whippet, tu l'écoutes, tu fais,
sais, après le couplet, refrain, t'as comme catché toute la tune, mais oui, les paroles, tu sais, c'est funny pis tout ça, mais je comprends pas. Il y a tellement des tunes comme vraiment plus qualité que ça, mais tu sais, en même temps, c'est ce qui permet d'avoir fait tout le reste aussi. Tu sais, on s'en plaindra pas. Mais c'est le même processus créatif. Fait le monde, ils ont écouté comme le catalogue d'extérieur, puis c'est ça qui a pogné. Fait que c'est un peu comme ça qu'on fait avec les Patreons de Rouge Pompier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu l'as pas le contrôle. La toune, quand elle est sortie, là, le monde se l'approprie. Même si je voulais dire au monde, arrêtez d'écouter Whippet, je peux pas. Fait que quand on l'a fait avec le band à l'époque, c'était quand même, on est dans un processus quand même DIY. On pense pas qu'un jour on va pogner. On fait cette toune-là. Il y a pas d'attente. Personne se dit, vous êtes ci ou vous êtes ça. On est comme, on va faire cette toune-là. Ouais. À partir du moment, c'était même pas notre premier single. Quand on a sorti l'album, on pensait même pas que ça allait pogner. Fait que c'était Goodbye My Love, le premier single. OK. Fait qu'on pensait qu'on allait pogner avec un cover, là, tu sais. My God. Ça avait fonctionné, genre, pour Limp Bizkit, des affaires de même. C'est ça. Ben oui, exactement. Exactement. Mais non, c'est ça. Fait que, non, je pense que le chemin, avec le recul, le chemin qu'on pensait qu'on allait avoir versus qu'est-ce qui est resté comme trace, et là, deux affaires complètement. On en parle beaucoup, justement, dans la toune La Trace, là. Dans le texte, là, ça en parle. Écoute, on était à peu près 15 personnes qui ont fait partie du band, là, avec les années. Fait qu'à un moment donné. J'avais vu un post même qui disait 18. Là, ouais, si tu rajoutes ceux qui ont remplacé un peu, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui avait des enfants. Hey, il y en a eu du monde qui ont passé dans ce band-là. C'est une grosse histoire. Puis oui, il y a eu des tunes bien plus punk, il y a eu des tunes bien plus agressives, bien plus hardcore, ça criait puis tout. Mais c'est pas ça que le monde a gardé comme souvenir. Puis d'ailleurs, là, pour le fun fact, moi j'avais comme tellement pas catché cette affaire-là, mais on a fait un show avec Cher il y a 1 an et demi, 2 ans. Moi, j'avais pas catché que leur bassiste, c'était Marc Loisel. Tabarnak! J'étais comme... Okay. Mais tu sais, je me l'ai fait dire 1 mois après avoir fait le track. Ok, pas le soir même. Moi, j'avais pas reconnu, tu sais. C'est bon. Fait que... Toi, t'as joué avec le chanteur d'extérieur. Ouais, sans le savoir. Avec sa froque de poêle, là, un peu, genre. Ouais, exactement, ouais. Devant 15 personnes. Ouais, évidemment. C'est ça, malgré Whippet. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est ça, une affaire, je pense que c'était pour le délire du Savant Fou. Il y avait eu les auditions, justement, quand Marc était parti et tout. Y a-tu... avec tout le mouvement, il y a eu des guitaristes différents, ben, on l'a dit, là, 15 à 18 personnes. Toi, à un moment donné, t'es parti, mais t'étais le compositeur principal avec Dan, de ce que j'ai compris. Y a-tu eu, parce que clairement, vous êtes encore en bon terme, vous avez fait une tune ensemble, mais y a-tu vraiment de la grosse marde de est-ce que le band garde encore le nom, est-ce qu'on garde encore les droits, parce que ils ont quand même continué après, tu sais, Acoustériaux. Tu sais, toi pis Dan n'étais plus là-dedans non plus. Non, c'est ça. C'est comme un monde weird que je trouve que c'est un cas unique au Québec de ce genre-là, tu sais. Ben justement, quand tu parleras avec Sam Murdoch, un jour vous aurez cette conversation-là, lui, il tripe ses pages Wikipédia qui a le nom de chaque personne qui a fait partie du band, puis les versions B et C de ces versions-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après ça, il y a, mettons, eu 2 versions de, je sais pas, les Nerd Skinner dans le même thème, ou je sais pas trop quel band, là, tu sais, lui, il tripe là-dessus. Fait que le bout de Acoustériaux puis tout, ça, c'était, il y a ça. OK. Mettons, la réponse simple à ça, là, c'est 92, on part le band. Moi, Dan pis Nick, on est dans le band. Puis jusqu'en 2005, c'est pas mal ça la base, là, c'est ces 3-là, OK? Mais toutes les tunes, c'est principalement moi qui les écris depuis le début. Oui, il y a eu des collaborations de quelques personnes, c'est sûr, mais 90% des textes puis des mélodies, c'est moi qui les ai faites. Fait que là, après ça, quand t'arrives, le band commence à pogner. On avait, avec le premier album, 2-3 tunes que Marc avait apporté de son bagage, qu'on avait modifié à l'extérieur. OK? À partir du moment où Marc parle, quand Martin est arrivé, l'album Délire du Savant Fou était déjà écrit. Lui, il a juste comme chanté les tunes telles quelles avec les textes. Là, c'était très pareil comme dans le film avec Mike Wahlberg là, qui fait Rockstar. Rockstar, c'est exactement comme ça. C'est la deuxième fois qu'on parle de ce film-là en 3 épisodes. Mais oui, lui, il arrive, toutes les tunes sont placées, les textes sont déjà prêts, il a juste comme interprété les tunes, l'album est sorti 2 mois après, puis ça a été ça. Parce que lui, c'est lui qui venait d'un band de cover. Oui, c'est un band de cover qui faisait des covers d'extérieur, entre autres. Fait que lui, il arrive là, lui, il se retrouve à faire comme dans le film Rockstar, il pogne la position. On fait les tunes. Mais après ça, le processus, là, hey, entre vous êtes ici puis Savant Fou, il y a 1 an et demi, 2 ans. Entre Savant Fou puis la première partie de l'album Monstre, il y a aussi ça, 1 an et demi, 2 ans. Fait que ça va vite composer les tunes, faire les shows, sortir l'album. Et ça a travaillé en 5 ans. Là. Il y a eu 6 ans pour les 5 albums. Là. Ouais. Comme, ça a été extrêmement vite, très très rapide. Comme les Beatles, un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que ça a été intense. Dans la vie on avait tous 23 quand Whippet est sorti. Ouais, jeune dans vingtaine, t'es tout pas à la bonne place. C'est difficile d'entendre avec tout le monde puis penser que t'as pas raison, tu sais, des fois. Si tu savais la merde qui s'est dit par quantité de membres qu'on a eu, puis avec le manque de perspective. Fait que c'est sûr qu'à 30-31 ans, 7-8 ans plus tard,
quand tous les albums sont sortis, toutes les tournées sont faites, dans cette période-là, 8 ans intense d'extérieur, on a mis fin au band. Là, là, c'était comme, ça peut pas aller plus loin que ça. Les gars vont avoir des kids. Ça a été trop intense. On a mis fin au band. 2010-2011, moi, je me pars tout de suite Rouge Pompier parce que j'ai des tunes. Je pars Rouge Pompier. Là, la marde est pognée un peu parce qu'il y a un malaise avec, on était si proches. C'est comme un couple qui se sépare. Là, t'as pas envie de toujours être nécessairement le meilleur ami de ton ex, tu sais. Oh, oui. Il y a eu un vrai froid, là, tu sais, pendant plusieurs années. Là, 2014 arrive, le band repart, puis ils sont comme, on a reçu comme des offres à des comebacks, tu sais. Mais moi, je suis comme, la gang, moi, j'étais avec Rouge Pompier, là. Fait que, allez-y, pognez-vous un B6, puis... Ah, c'est ça, mais t'aurais pu faire l'inverse, ça aurait sûrement foutu plus la marde, là, tu sais. J'aurais pu arriver pour faire que non, moi, j'étais dans ce band-là. Non, moi, dans ma tête, big deal, c'est moi qui ai écrit les tunes. Fait que moi, je suis content, je suis fier de cet héritage-là. Ben content, allez-y. T'es avec Rouge Pompier à ce moment-là. Moi, j'ai un nouveau défi. J'ai une nouvelle blonde qui est Rouge Pompier. J'aime mon nouveau couple. Fait que c'est pas grave si mon ex a refait un nouveau chum, là. C'est pas grave, là. Vivez votre vie, puis c'est ça. Elle parle de moi. Elle vit dans ma maison, là. Tu sais, mais bon. Elle a mon chien, ouais. Mais tu sais, bon, fait que c'est ça. Voilà un peu comme ça. Sauf que 2018 arrive. Là, on décide de célébrer le 25e anniversaire. Puis à ce moment-là, dans le band, on met un peu le fret derrière nous. On se réunit. Puis là, il y a quelque chose de beau qui se passe. Puis le band sont comme, Jess, veux-tu revenir? Puis moi, je suis comme, merci, là, c'est le fun qu'on aille comme closer l'espèce de fret. Puis je suis content qu'on soit devenus des amis, puis qu'on puisse se parler. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans déjà qu'on avait des meilleurs contacts. Mais je veux juste pas retourner dans mon ancien couple. Je suis encore content dans mon nouveau couple, tu sais, là. Fait que j'ai refusé l'offre, ça leur a rejeté un fret. Ah ouais, ok, c'est plate, ça, par exemple. Ouais, fait que là, depuis 2018, c'est plus fret entre nous autres, plus difficile les communications, puis tout. Moi, je suis triste de ça parce que, moi, je dis tout le temps, tu sais, s'il arrivait quelque chose à un de ces gars-là, je serais tellement triste, tu sais. Moi, je voudrais pas sentir qu'on n'a pas été des amis dans un moment difficile. Fait que c'est ça ma plus grande tristesse, c'est le fret qui existe présentement. Je trouve qu'il devrait pas exister. J'aimerais ça que ça se répare tout ça. Mais des fois, les choses se réparent pas juste parce qu'on le veut. C'est plate de plus être ami proche juste parce que t'es plus dans un band. Tu peux être ami avec... Je suis bien plus ami avec du monde qui sont pas dans mon band que du monde qui sont dans mon band ou qui étaient dans mes bands. Ben, en toute transparence, il y a eu quand même à l'époque des conversations plus au niveau administratif, contractuel, puis tout ça. Ça l'a ramené des vieilles blessures. Ça, c'est pas le fun, tu sais. Fait qu'après ça, à un moment donné, il faut faire des choix. Mais fier que Extérieur existe, fier que les tunes persistent, fier que le band fait des shows. Moi, je pense beaucoup de monde. À chaque fois que je vois des shows, des festivals, je fais quand même c'est plein, puis le monde... C'est encore le band le plus streamé du catalogue Slamdisc, là. Ouais. Puis il n'y a pas eu de nouvelles tunes depuis 2008, là. Très, très, très fier de cet accomplissement-là. J'aime ces gars-là, d'un amour profond. Mais si on n'arrive pas à s'entendre, ça, là, je pense que ça fait partie de la vie. Un jour, on va se retrouver, puis on va être content de se parler, puis tout ça, puis ça va être beau encore. Mais c'est juste pas ça pour l'instant. Ouais, c'est ça. Il y a tout un timing de l'eau à couler sur les pompes. C'est ça. Là, j'en parle plus avec toi parce que je me sens à l'aise d'en parler avec toi. Mais tu sais, réexpliquer là, cette histoire-là, là, est-ce que c'est nécessaire que tout le monde rentre dans la vie privée d'Extérieur nécessairement? Puis tout, pas nécessairement. Mais s'il y a quelque chose à savoir, c'est que moi, dans ma tête, à moi, je ne souhaite qu'une réconciliation éventuelle, mais on n'a pas besoin que ce soit forcé. Là. Exact. Mais tu sais, puis c'est ça, à un moment donné, comme plus tu vieillis, plus tu choisis tes combats, tu sais c'est quoi qui vaut la peine, qui vaut pas la peine. Puis, mais t'as parlé de là, ça, j'étais comme, je vais jamais être capable de m'arrêter, mais t'as parlé du catalogue Slam. Ouais. Puis moi, une de mes questions, sûrement comme trop nerd par rapport à ça, que genre, probablement personne d'autre qui y ont pensé, là. En tout cas, j'espère, comme ça va me donner un peu plus de crédit, mais moi, encore pour revenir au Discogs, le premier album qui a l'air d'être sorti sur Slam, c'est la compilation La Plaie numéro 2. Ouais. Mais des fois, les catalogues sont pas complets. La Plaie numéro 1, c'était sorti indépendamment, dans le fond. Ça s'appelait encore Les Productions Infection, puis c'était pas un label. Fait que c'est le même numéro d'entreprise, mais à l'époque, ça s'appelait pas Slamdisc. Okay, c'était comme une compagnie de prod de show. Puis j'avais décidé de sortir une compilation avec des shows live de ce que j'avais fait, des enregistrements live. Fait que ça, c'est comme l'album numéro 1 où j'ai mis tout mon argent, puis mon premier deal de distribution physique, qui m'a permis de commencer ça. Là. Puis, pourquoi, t'es pas obligé de répondre si tu veux garder encore le mystère puis le critique, mais pourquoi les numéros de catalogue font aucun sens chronologique? Tu sais, là-dessus, j'aurais vu comme Slam 001, Slam 00. Non, là, c'est comme 2405, 4511, des affaires comme ça. Comme si on pigeait un numéro. Ouais, c'est ça. Hein? C'est la date de sortie de l'album.
Ah, ok. Fait que l'album, je sais que l'album Le Délire du Sans-Fou est sorti le 24 mai parce que le numéro du catalogue, c'est 2405. OK. Je sais que le premier album de Rouge Pompier, le numéro de catalogue, c'est 1208 parce que c'est sorti le 12 août. Je pense que c'est ça. À moins que je me trompe. Mais tu sais, c'est ça. C'est le numéro, c'est la date, là, tu sais. Fait que là, mettons, Michael Caine, sorti 22 mars, le catalogue, c'est 2203. Mais si ça s'entrecoupe, tu rajoutes un A à la fin ou quelque chose de même. Là, ce qu'on fait, c'est soit qu'on inverse les chiffres, si jamais il y a comme 2 albums sortis à la même date, ou on met la date le lendemain ou la veille, là, genre. Fait que c'est une date proche. Mais ça nous rappelle la date de sortie. Il reste de moins en moins de jours pour de disponible. Mais c'est bizarre que moi, que ça arrive pas si souvent que ça. Ouais, c'est ça. Sur beaucoup d'albums, on est très, très surpris. Mais oui, c'est arrivé que des fois, on ait comme des espèces d'un genre de proche de doublon. Mais très, très bonne question. Par exemple, très fier de toi. J'étais content. C'est la première fois que je voyais ça comme d'une aussi grande évidence. Là, j'ai une dernière question pour aujourd'hui. Parce que là, j'en ai tellement d'autres que je ne veux pas utiliser tout de suite parce que ça serait plate de passer juste 2 minutes sur chacune des affaires. Fait que je me garde cette petite gêne-là. Je veux pas ramener ça pour... Juste te dire, je suis un peu fier que t'abandonnes avec moi. Non, mais c'est pas un abandon. Non, mais dans le sens où j'en ai tellement du jus que toi, t'es coach, je pourrais pas passer à travers ça. C'est impossible. Non, c'est ça. Mais c'est pas un abandon, c'est juste comme un nice. Comme demain, on pourrait faire un autre heure et demie aussi là-dessus. C'est ça. Puis là, tu sais, je vais ramener sur la table que j'ai gagné un gamic il y a pas longtemps. Brag! Mais les gamics ont été faits par Ben Promo. Ouais. Moi, une des questions que j'ai, puis t'as peut-être pas la réponse, ça va peut-être finir en queue de poisson, ce podcast-là, mais y a-tu moyen de savoir, parce que le trophée, c'est un vinyle qui a été peinturé et tout, y a-tu moyen de savoir quel vinyle a été utilisé pour faire le trophée? Je sais pas si on a la liste de quel vinyle est allé pourquoi, ou si ils n'ont pas pris en note un vinyle de quoi. Ouais, parce que ça peut être des scraps ou des scraps. Dans le fond, Patka achète des vinyles d'artistes locaux qui sont inutilisés, brisés ou abîmés, whatever, pour faire de la réutilisation. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on imprime en sérigraphie par-dessus pour faire le truc. Moi, des fois, la pile, quand je la vois, je les prends les vinyles, puis même s'ils sont un peu scrap, j'écoute c'est quoi les tunes. Puis souvent, vu que c'est pas écrit des fois sur le vinyle parce que c'est un test press ou des trucs, des fois on sait pas c'est quoi, mais des fois c'est genre, on a 22 copies du dernier Corridor, mettons, genre, tu sais, genre, ouais, c'est ça, qu'il y a juste une coupe de scratch dessus. Fait que ça, je trouvais ça le fun un peu, mais tu sais, il y a comme beaucoup, des fois, on en reçoit beaucoup, fait que je skip ça, puis je pense qu'à cause qu'il y a beaucoup de vinyles, peut-être que le team prend pas en note tout ce qui a été printé sur quoi. Fait que... Comme j'étais là, comme, je gratte dessus, comme, j'ai pas résolu mon trophée. Mais si tu le sors l'autre bord, normalement, tu devrais le voir. Faut que tu le sortes de ton cadre. Puis l'autre côté, il n'est pas sérigraphié. Fait que normalement, si l'album, c'est pas juste une étiquette générique, tu verrais peut-être sinon. Faut que tu regardes autour. Là, il y a des fois, il y a le numéro de catalogue. Là, tu peux savoir c'était quoi. Alors, ceci m'a fait l'entrevue. Allez à la maison. Le gars, il speedrun chez eux pour ouvrir son trophée. C'est ça, je le fais tantôt en plus. Là, fait que je vais checker ça. J'ai hâte de savoir c'était quoi. Fait on peut plugger. Là, évidemment, on a à peine effleuré Slam, on a à peine effleuré Hell for Breakfast. Là, nouvel album, Michael Caine à écouter et à suivre pour les spectacles. En ce moment, il y a une période quand même florissante là, de shows que vous êtes en train de faire. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres trucs que tu veux plugger ou des choses, des projets mentionnés. Disons que ça. Je pense que ça va sortir genre mi-juin à peu près cet épisode-là. Ok, parfait. Les shows qu'on va avoir annoncés d'ici la diffusion du podcast, il va y avoir beaucoup de shows cet automne. Et nous autres, on est un band qui fait à peu près 30 shows par année. Ok, ça c'est la moyenne. Fait que pour les gens qui aiment les statistiques, là, on fait à peu près 30 shows par année. Une année où on en fait 15, c'est une petite année. Une année où on en fait 35, c'est une grosse année. Mais entre 25 et 30 shows, c'est pas mal ça. Fait que nous autres, on a comme pas mal déjà booké les 30 shows de l'année. Ils sont déjà un peu comme toutes prévus, puis tout. Fait qu'il y en a beaucoup que c'est cet automne. Puis après ça, l'année d'après, là, on va regarder ça va être quoi les 30 shows. Mais pour nous autres, ça, c'est comme un rythme que sur 4 ans, tu fais 120 shows. C'est correct, là. Tu passes à travers toutes les shows. Tu peux bien faire le calcul aussi de budgétaire et gestion de logistique de la vie de tous les jours. Puis tu t'en fais pas si t'as pas fait Trois-Rivières en 2024, tu le feras, mettons exemple, en 2025. Fait que ça, pour Rouge Pompier, il y a ça aussi qui est un peu une tradition, c'est d'essayer de voir, c'est vu qu'on a 4 ans pour cet album-là, pas obligé de tout faire 200 shows dans la même année, ça c'est pas nécessaire. Fait que il va y avoir des festivals, il va y avoir des shows, mais ce qu'on aime le plus, nous autres, c'est à chacun des concerts essayer de faire quelque chose de
particulier. Groovy fait ça avec Grimmskunk aussi, mettons, dans leur show. Ils font plus de show ou est-ce que c'est juste un show pour être un show? Là. Maintenant, là, c'est comme c'est plus le fun. Là. Fait que nous autres, on essaie de rentrer là-dedans beaucoup. Fait qu'avec Rouge Pompier, le stage central, on essaie tout le temps de voir qu'est-ce qu'on peut rajouter. Là, on a rajouté quelque chose avec Fred Pompier. Qui devient comme un genre de personne. Lui, il était tout le temps là pour direction de tournée, ces affaires-là, puis des fois, il faisait un stunt de tambourine. Là, t'sais. Là, on a du nouveau avec lui maintenant sur le stage, où est-ce qu'il y a des nouvelles apparitions. Il danse à la Mighty Boston's ou... Je veux dire, est-ce qu'il va faire de la peinture sur stage? Peut-être, OK? Mais il y a quelque chose avec le personnage de Fred Pompier qui devient plus présent dans l'univers de Rouge Pompier parce qu'il est avec nous depuis très longtemps. Il est venu avec nous autres en Grèce, en Norvège. Fait que c'est un personnage dans le lore de Rouge Pompier. Fait que là, moi, je suis excité de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça? Qu'est-ce qui va faire que chacun des concerts va devenir différent à cause que Fred a maintenant comme une participation spéciale. Fait que ça m'excite beaucoup. Avec le label, c'est des moments difficiles. C'est des moments financiers très, très, très difficiles. Les 2 dernières années, ça a été une catastrophe financière. Le label va passer à travers ça, mais présentement, on est dans vraiment une période financière difficile. Les revenus n'existent pas. Les coûts ont explosé. Fait que c'est un label qui, après 20 ans, va devoir passer à travers un obstacle incroyable. Mais je suis convaincu qu'on va passer à travers ça. Il y a une résilience qui existe. Il y en a eu d'autres. Mais là, ça, c'est une période très, très, très difficile. Ça va être difficile pour les bands, c'est difficile pour le staff. On a voulu qu'on remercie du staff. C'est pas facile. Ça, c'est pas le fun. C'est pas une grosse équipe en plus. Pas une grosse équipe. Je pense que ça, c'est à place de faire semblant que tout va bien. Là, ça, je pense qu'il faut le dire au monde. C'est dans la culture, il y a des hauts, il y a des bas. Là, on est dans un down incroyable qu'on pourrait jamais comme expliquer ça, mais convergence de beaucoup de dépenses avec très peu de revenus. On va essayer de voir qu'est-ce que la prochaine année va nous dire, puis on va faire avec. On pourra pas finir le jeu d'être le label qui a tout signé, tout fait. Fait qu'il faut donc apprécier le moment, même s'il est difficile. Là. Ça, c'est un label qui est tough. Là. Ça, c'est un label qu'on n'arrive pas à finir, mais on va y arriver, puis on sait pas comment. Mais on laisse les choses aller. Fait que pour le label, Slam, Hell for Breakfast, pas nécessairement des grands changements, mais on sait qu'on dit au monde, là, c'est une période difficile. Ça, c'est tough. Pour les vidéoclips, on a arrêté d'en faire pendant une période parce que c'était une période difficile, mais là, on va recommencer cet été à en tourner parce qu'il y a quand même une capacité de tourner des clips sans que ça coûte cher. Puis on s'est dit, tant qu'à faire, là, ce qu'on pourrait faire, qui serait bon pour le label, c'est prendre chacun des bands cet été puis faire des nouveaux clips avec eux autres. Même si le clip a disparu un peu, on dirait, de l'idée pour les gens qui font plus ça, des clips tant que ça. Là, on était comme, nous autres, est-ce qu'on peut, pendant cette période-là, essayer de trouver une solution d'être créatif, avec peu de coûts, faire quelque chose pour les bands, genre, OK, cet été, on fait des clips, on sort dehors, on sort les cams, on fait ça. Fait que ça, c'est un peu le plan qu'on va avoir du plaisir à faire. Puis on verra si cet automne puis l'année prochaine, ça a des répercussions. Moi, c'est garder actif et montrer que tu fais encore des affaires. Puis justement, faire des vidéoclips, tu peux en faire des. C'est cliché, mais des clips qui sont tournés avec des iPhones, des affaires comme ça. Dans ce mode-là, ouais. Si t'arrêtes de produire, le monde, il regarde ailleurs. Fait que c'est pour ça que tu trouves le moyen de continuer. Puis il y a tellement de déclinaisons avec la vidéo aujourd'hui. Ouais. Les canvas sur Spotify, les déclinaisons sur les Reels, ces affaires-là. Fait que on a cette capacité-là à l'interne de produire beaucoup de vidéos avec pas trop de frais. Là, je pense qu'on va utiliser les outils qu'on a puis dire aux bands, regardez la gang, là, ce qu'on va faire, c'est ça. On n'aurait peut-être pas des feux d'artifice dans vos clips, mais on va faire du contenu. On va être un label punk rock qui va essayer de travailler avec les difficultés financières. Ce qui est le fun, c'est on a depuis 3-4 ans notre shop pour imprimer des t-shirts. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut garder, même s'il y a des hauts et des bas là-dedans. Mais on veut quand même dire à la scène au complet, nous, on veut être la place qui printe les t-shirts en branches d'arbre. Tu sais, là, toutes les bandes métal, on veut faire ces t-shirts-là. C'est ça qui nous intéresse. Même si tu veux juste en faire 50, ça nous intéresse. Fait que ça, du temps là-dessus, on va en mettre. Là, tu sais, c'est de l'artisanat. Là. Mais t'as pas besoin d'être sur le label pour pouvoir comme... Non, mais ça va passer le temps, ça va nous faire du bien. C'est le fun de voir un t-shirt sortir, de voir un band partir avec sa badge de t-shirt, faire son show. Ça fait du bien. Fait qu'on va mettre du temps là-dessus. Puis là, on a les véhicules de location. Ça... Metallicars. Ouais, c'est ça. Ça, Metallicars, c'est en train de prendre forme beaucoup. Il y a de plus en plus de labels qui viennent vers nous avec ça. On va essayer de voir comment que nous, on peut offrir ça. Puis comment que dans les années qui vont venir, on peut s'installer comme la place qui loue des vannes pour les bandes de punk rock. Là, il y a Athlète qui vient de finir sa tournée avec Guillaume. Ils sont partis avec le gros transit. Pendant une semaine, ils ont fait le tour de la Gaspésie. Hier soir, 2h du matin, ils arrivent. Moi, j'étais au bureau. Hey, puis comment c'était la tournée? Ils sont complètement à claque. Ils sont comme, ça a bien été, merci. Mais là, on va se coucher, tu sais. Mais ça, trouver une solution pour que les bandes qui n'ont pas besoin d'avoir un permis 4B là, pour conduire une grosse vanne puissent louer une de nos vannes, partir en tournée avec ça. Ça, c'est un objectif.
Fait que c'est ça qui s'en vient pour moi, qui s'en vient pour le band. Tu sais, on n'a aucune idée de comment l'histoire se finit, mais on a plein de jetons, là, puis de cartes à jouer, là. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Si un jour on se fait dire hey, c'est la fin, que ce soit la fin pour Rouge Pompier, la fin pour XTO, la fin pour un label, la fin pour de la merch ou la fin pour Metallic Cars, ça sera la fin. Il faut qu'on soit zen avec cette affaire-là. Mais pour l'instant, on veut pas que ça finisse. Là, on aime faire ça. Fait que si la question c'est qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres, c'est le désir de jouer ces cartes-là puis de voir quel jeu que ça va nous donner. Ouais. On va dealer avec le résultat. Surtout quand c'est des affaires de même qu'on n'a pas le contrôle puis que la game est assez complexe. La seule chose que le monde peut retenir aussi de ça, c'est que les petits labels indépendants qui... indépendant. Je peux nommer même Thousand Islands Records puis People of Punk, des choses comme ça. C'est du monde de passion que les employés, c'est comme la blonde, le chum, leur kid, les amis proches. Mais comme un label comme Slab, que c'est des employés, c'est comme une autre catégorie de gestion. Des affaires à faire, ça s'achète des vinyles puis des t-shirts justement dans les shows en précommande. Ces affaires-là, ça c'est des affaires qui peuvent aider si... pas pour culpabiliser le monde si la scène vous tient encore, mais en même temps, si vous voulez donner un petit coup de pouce, je pense que la merch c'est le meilleur moyen de... Je pense qu'on peut leur confirmer que c'est un geste qui va être notable. Ouais. Si tu investis de l'argent sur de la merch, sur un band en show, tout ça, c'est notable, ça paraît. Ça paraît d'un chiffre à la fin d'une année. Puis l'idée, c'est pas d'avoir un gros show qui rembourse pour tout, c'est tous les petits shows avec chaque personne vont faire une différence à la fin. Ouais. L'existence d'un label comme nous autres qui a plus d'1 million de chiffre d'affaires, là, c'est pas parce qu'on a une affaire qui marche bien. C'est 100 000 affaires qui coûtent 100$ qui fait qu'on a 1 million de chiffre d'affaires. Mais quand je dis 1 million de chiffre d'affaires, c'est que c'est 1 million de dépenses. Ouais. Comment on fait pour trouver 1 million de revenus quand t'es un label comme nous autres? Ça tient de l'impossible. Fait que donc, chaque show que t'as un 1000$ ici, puis t'as un 1500$ là, ou pour un band, c'est ça qui fait le million à la fin de l'année. C'est ça qui fait qu'on peut avoir des sorties. C'est ça qui fait qu'on existe dans les subventionneurs comme dans un palier au-dessus d'un tel montant, qu'on peut recevoir plus d'argent. Ça fait une différence chaque détail. Là, on vient de payer sa guitare. Ça, c'est quand ça aussi, ça fait une différence. T'sais. Ça, c'est des petits moves comme ça qui fait que le label peut persister. Est-ce que Slamdisk doit exister à l'infini pour toujours? Pour persuader de ça. Je pense pas que le label doit survivre à tout. Mais ça serait le fun. Ça serait le fun, mais ça devrait pas être comme à tout prix le label. Le label, c'est comme un outil pour les bands. Puis si un jour le label, cet outil-là, est plus utile, pas grave. Faut qu'on soit zen avec ça. Parfait. Ben, merci beaucoup. Je pense que c'est une belle façon de... C'était un grand plaisir d'être ici avec toi. Puis... on va aller finir ça avec vendredi. Yes! Parce que j'ai pas pu parler de ma section les jours de la semaine dans les chansons de Rouge Pompier. Puis sinon aussi, on va écouter vendredi. Puis pour terminer aussi la suggestion des Insoumises, on va aller écouter No Pleasure, Violent Pleasures, qui d'ailleurs membre des Insoumises d'il y a quelques temps, qui est dans ce groupe-là. Fait allez écouter ça. Nouveau band, nouveau projet. Fait que, merci beaucoup. Puis qu'on finisse ça en musique. Merci tout le monde.